Bonjour à vous, vous êtes toujours sur le stream, le temps est clair, le ciel est dégagé, la température est ma foi plutôt agréable et je suis entourée de fleurs déjà dans un premier temps. Que se passe-t-il? Et puis de très belles personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, on ne s'est pas du tout déplacé d'un plateau. On a remarqué que juste après ton altercation avec Genius, tu l'as viré de l'émission d'après. Je l'ai dégagé, je lui ai dit Genius je ne veux plus te voir. Non mais Genius c'est insécure. Genius est venu me faire un câlin en pensant que j'en voulais, mais pas du tout. Moi, je suis déjà passée à autre chose. Il faut avoir des opinions, les amis. Bref, bienvenue dans Let's Go, votre émission sponsor Opco. Merci à eux pour le soutien. Ça nous permet de régaler les équipes ainsi que les chroniqueurs et d'avoir également des chroniques dans cette émission, dont une qui sera tenue par Nanix. Tout à fait. Qui va nous raconter quelque chose autour de... Du bateau, du transport fluvial. Super. Voilà. Génial. J'ai rencontré deux personnes fort sympatoches. J'adore. Vous verrez en vidéo. Les bateaux. À ta droite, Reza. Bonjour. Qui va nous parler également de mobilité. Reza, tu commences à devenir un habitué, ça me plaît bien. Ouais, mais c'est peut-être la dernière, parce qu'on a c'est bientôt fini la chaîne là, cette année, non? On est bientôt en vacances, non? Oula. Non, C'est quoi ce morning là? 14 juillet à la fin, non? Il reste 2 émissions du coup, 3, 2. Oui. Mais tu sais, on n'est pas à l'abri de savoir ce qui se passera à la rentrée. Retour. Du coup, je t'ai préparé la petite chronique que j'avais gardée depuis sur entre guillemets Forza Motorsport, donc Overall, depuis sa création et tout, suivre un peu son développement, ce que ça a amené, ses rivalités avec Gran Turismo et tout. Donc on en parlera tout à Très l'heure. bien, super. Et à ma droite, Ken, le Bonjour. cycliste. Ken le Yowamushi no pédale. Yowamushi. Il est là. Pédalman, Rouletteman, Roulette Boy, Roulette Rider. Roulette Rider, voilà, c'est ça que je cherchais. Roulette Rider, Roulette Pédalman, pédale. pas ouf. J'aurais le droit à tous les mix-up. Pas ouf, comment il va? Ouais, ça va bien, ça va bien. Des écoute, news hein. côté de la mobilité. J'ai des news, ouais, j'ai réuni quelques news. Je travaille cette émission C'est vrai. toutes les semaines. Hein. Toujours un Donc point oui, à j'ai des choses, notamment le G7 se réunit et visiblement le Japon est un peu en PLS au sein de ce G7. On va parler du moyen de déplacement des Français qui a beaucoup changé en 2 siècles, de la nouvelle Hyundai. En 2 siècles? En 2 siècles, ouais. Ah oui, c'est 40 minutes, la En chronique. deux Ouais, mais on va voir, c'est intéressant parce que évidemment, on va balayer de quand il n'y avait pas de technologie dans les transports jusqu'à l'arrivée des technologies dans les transports Et le et futur on un voit ce que ça a changé justement par rapport à 2020. Voilà pourquoi on a pris 2 siècles de mobilité en France. Super. C'est très intéressant. bien. Voilà, des trucs sur les voitures électriques. Ouais, il y a plein de trucs. Il y a pas mal de choses et vous remarquerez que Maxildan n'est pas autour de cette table. Non, Max est devant Webedia actuellement. Si vous attendiez Inox et Michou, n'hésitez pas à lui faire un coucou. Il est actuellement avec une Ducati Diavel. Oh là Est-ce que là. tu nous entends, Max? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me Salut, voyez normalement? Oui, je vais attendre d'avoir une Salut, petite je vous entends très confirmation bien. de Est-ce que votre vous part. m'entendez? Est-ce que vous me voyez normalement? Oui, je vais Oui. attendre d'avoir une petite confirmation de votre part avant d'enchaîner le speech. On bon, te voit, vous on m'avez t'entend. Il a une peau nickel, il prend le Merveilleux. soleil. Eh bien, on est parti. Je vais donc enchaîner un petit peu pour vous présenter cette petite moto. Bienvenue sur cette Ducati Diavel. Elle est absolument magnifique. On remercie Ducati du coup qui me l'a prêtée pendant quelques jours pour pouvoir vous la présenter. Oh là là. Elle a vraiment une sacrée gueule. Je vais vous la montrer un petit peu. Voilà, on va sortir un petit peu de ça. Elle est vraiment très stylée. Et on va faire le tour un petit peu du propriétaire pour que vous puissiez un peu comprendre quelle est la philosophie un petit peu de la moto. Déjà, on va parler du design, parce que c'est le premier truc qui frappe sur cette Diavel. C'est une moto pour ceux qui ont des trucs à compenser, d'accord? Voilà, elle est vraiment bien musclée comme il faut. En fait, il faut s'imaginer que c'est un roadster qui est mixé avec un cruiser, d'accord? Ouais, je vous entends avec un peu de délai, donc je vais essayer d'enchaîner sur ça parce qu'on va pas pouvoir trop discuter les uns avec les autres. Qu'est-ce que je voulais dire? On a un mensonge déjà qui est écrit sur cette moto, juste ici. Regarde Rizzo si tu veux filmer ça. Voilà. Diavel 1260, et en fait c'est le modèle S, c'est écrit ici. Voilà. On reconnaît ce modèle S notamment aux suspensions all-in, c'est-à-dire les parties brillantes dorées que vous voyez évidemment sur le niveau de la fourche. Vous voyez les suspensions
ici, de ce côté, si tu viens filmer par là, voilà, on les voit très bien ici. L'intérêt, c'est qu'évidemment, tout ceci est réglable de manière à ce que votre petit cucu eh bien, puisse être dans les meilleures conditions, peu importe l'état de la route. C'est un mensonge, pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas 1260 cm3, elle en fait 1262. Voilà, toujours un petit peu plus, histoire d'être un peu musclé. 162 chevaux, 130 Nm de couple. C'est un dragster, le bordel. C'est-à-dire que quand tu te mets dessus, elle te colle littéralement au fond du siège. Et c'est pour ça que le siège est vachement bien pensé. Regardez. Vous voyez ici avec évidemment la petite griffe Diavel. Regardez la forme du siège. Elle remonte bien sur l'arrière, ce qui fait que quand tu es assis, tu as bien le dos, le bas du dos qui est retenu ici, ce qui fait que quand ça te décolle bien le dos en accélérant bien fort, eh bien tu es retenu à l'arrière. Bon, le passager n'aura pas cette chance, hein. Si vous êtes assis juste ici sur la place passager, le passager il décolle. Je vous conseille de vous ceinturer au mec qui est devant. Alors, si toutefois vous détestez la personne qui conduit, eh bien vous pouvez juste ici tirer en fait l'accroche qui est ici, la faire ressortir de manière à ce que le passager puisse se tenir. Mais franchement, ça envoie tellement fort que je pense que c'est mieux de se ceinturer au pilote ici. On va parler de l'avant un petit peu et je vais vous allumer la moto pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de comment ça fonctionne. Tiens, je vais montrer un petit peu l'équipement si tu peux venir avec moi. Hop, au niveau des commodos, n'est-ce pas? J'ai la clé qui est sur moi et c'est pour ça que j'ai pas besoin de la mettre dans le truc puisque c'est un système keyless. D'accord? Donc à partir du moment où j'ai la clé qui est sur moi, je vais juste appuyer là-dessus pour l'allumer. Hop, on va voir le petit écran qui va se démarrer là-dessus. Et on a tout un tas d'informations, notamment le side stand qui veut dire simplement que j'ai la béquille qui est mise. Vous voyez, si je l'enlève, hop, ça dégage. On a tout un tas de de modes de pilotage qui sont disponibles. Vous voyez, si je vais ici sur les commodos qui sont rétro-éclairés, j'ai évidemment ici le régulateur de vitesse, d'accord. Bon, évidemment, les warnings, les feux, etc. Bon, ça, c'est le clignotant. Ah, petit bonus au clignotant quand même. Il est à retour automatique. Ce qui est assez rare sur les motos. En général, tu dois le couper toi-même. Ici, en fait, si tu mets le clignot à droite et que tu te penches un certain nombre de degrés sur la droite, eh bien, quand tu vas te redresser, ça va enlever le clignot tout seul. C'est très agréable. C'est très agréable, mais attention, en ville, quand vous faites juste un changement de fil, vous n'allez pas vous pencher assez. Donc, il faudra quand même penser à l'enlever manuellement. Regardez, si je vais dans les menus ici, si j'appuie rapidement sur Menu Enter, je vais pouvoir changer de mode de conduite. Donc on a le Urban, vous l'avez compris, c'est le mode le plus cool, Engine Low. J'ai le Sport, Engine High, et j'ai le Touring qui est un peu entre les deux avec du Medium. Ça va aussi te changer le Traction Control, l'ABS et l'anti-wheeling. Voilà, tout un tas de choses qui vont te permettre d'avoir une moto qui va être plus ou moins aidée électroniquement. Voilà. Vas-y Marie, tu dis c'est lisible, mets-le. C'est lisible, mais je trouve ça moins c'est lisible, joli. Mais c'est moins joli. Ouais, ouais peut-être. Ouais, peut-être. Après, je trouve ça assez important que ce soit lisible et pratique surtout, parce que effectivement, le fait que ce soit très joli avec des animations et tout, je l'ai vu chez d'autres constructeurs, mais au final, à l'utilisation, tu t'en fous un peu que ce soit avec des belles animations et tout, tu préfères que ce soit efficace. Donc perso, en tout cas, leur système de navigation dans les menus, je le trouve vraiment ok. On va allumer la moto, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Regardez, c'est rétro-éclairé, ça se passe juste ici. En fait, quand vous appuyez sur le bouton en dessous, ça permet d'allumer la moto, de l'éteindre, et quand vous restez appuyé, ça permet de mettre le Neumann, d'accord? Une fois que vous avez tourné le guidon. Ici, je vais monter le coupe-circuit, et en fait, regarde, le système est un peu amusant. Si tu veux venir zoomer ici, Arizo, désolé, je t'embête. Hop, vous voyez ici ce système? En fait, le coupe-circuit cache le bouton d'allumage. Donc en fait, si je le remonte, désormais le circuit est enclenché, et là, je peux allumer là-dessus. Elle est un peu énervée. Elle est un petit peu énervée. En tout cas, elle envoie très fort. Alors, c'est un bicylindre. C'est le plus... Alors, je sais pas si c'est le plus gros, mais c'est un des derniers gros bicylindres de chez Ducati.
Ce qui veut dire que, eh bien, au feu rouge, tu t'envoles. Voilà. Heureusement, il y a de l'anti-wheeling, il y a du traction control, etc. Donc, évidemment, tout ça est très stable. Mais concrètement, si vous êtes un excellent pilote, vous pouvez faire le 0 à 100 en moins de 3 secondes. Je crois que c'est 2 secondes 6, 2 secondes 7, un truc comme ça. Voilà, si vous êtes un pilote, on va dire normal, bon, si vous le faites déjà en 3 secondes 5, ça devrait déjà vous décoller les couilles correctement. Donc voilà, elle est assez exceptionnelle. Regardez visuellement le phare comme il est beau, le phare avant. Très 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 stylé. Et attention, si on vous dit que la personne n'a pas vu vos appels de phare, elle ment. Elle ment très clairement. Les appels de phare, tu ne peux pas les rater, ils t'arrachent la gueule très gentiment. Que vous dire d'autre si ce n'est qu'on a, je crois qu'on a genre un truc comme 17 litres de contenance. Ouais. Black and Steel. Ouais, tu as du normal, tu as du rouge et du noir. Mais en fait, ça dépend de quelle année tu as pris la moto. Et en fait, il se trouve que ce modèle-là, qui est du coup gris, noir mat avec la petite ligne jaune pour faire sportive, c'est la version 2022 S. Parce que tu n'as ce design disponible que si tu prends la version S avec, vous voyez, les fourches qui sont dorées pour te la péter. Mais tout ceci, évidemment, a un prix. À votre avis, en plateau, le modèle basique de cette Diavel, combien coûte-t-il? Donc le modèle S, hein, 2022. Je commence. Vas-y. 15 000 euros. Non. Ouais, si tu veux, ouais, vas-y. Moi, je dis un bon 20 000, 22 000. 22 000, allez, 22 000. Non, non, plus. Ken? 22 000, d'accord. Aucune idée. 22 000, c'est déjà énorme hein, pour moi Dernière pour une proposition. moto, mais la vache, Aucune non. idée. Aucune idée. Dans le chat, ça va Je dirais quand même plus- je jusqu'à dirais que c'est- 35 000. Hein. Ouais, Non, pour là, moi, c'est trop. plus de 20 000 euros. Je vais vous donner des éléments de... Je vais vous donner des éléments de réponse. Ma moto perso, donc, qui est une Honda CB650R, coûte à peu près 8 000 euros avec les options, d'accord? C'est une 650 cm3. Ici, sur cette Ducati, alors c'est un modèle italien, les Italiens ils sont un petit peu plus chers, voilà. On est sur le modèle basique, donc tu enlèves le S à 22 000 euros. Ah, et voilà. avec le S, on est à 26 400 et quelques. Donne pas. Donc ça représente quand même une petite somme. Tu Il m'étonnes. faut avoir un compte en banque bien accroché. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir, d'avoir du style, parce qu'elle a vraiment un design incroyable, je vais remettre La je vais remettre béquille, ouais. la béquille et je vais me Elle est mettre dessus. asymétrique, elle est Vous très allez voir très que belle. quand on est dessus, on a en fait une position. On a une position qui est entre qui est entre le roadster et le cruiser. Donc on est quand même, tu vois, on a quand même une position un peu de papa, tu vois, quand on est dessus. Heureusement, moi j'ai les bras longs, donc ça va, ça me permet quand même d'accéder aux commandes. Mais voilà, tu as une position qui n'est pas giga sportive non plus. Et puis, bah, si vous voulez une position qui est encore plus pépère, vraiment en mode cruiser type Harley Davidson, eh bien, vous avez le modèle X Diavel, où cette fois-ci, les pieds, vous voyez, au lieu d'être ici, eh bien, ils sont un peu plus devant, ils sont plus comme Ah, ça. d'accord, ok. Et là, on est un peu plus reculé. Moi, c'est vrai que pour mes préférences perso, je préfère être encore plus reculé, être encore un peu plus vers l'avant, un peu plus sportif. Donc pour moi, c'est un petit peu trop pépère. Je parle en termes de position, parce qu'en termes de moteur, c'est juste un missile. Voilà pour ma présentation de cette Ducati Diavel 1262 S. Elle est exceptionnelle. Je pense que c'est pas l'utilisation idéale de naviguer dans Paris avec, mais je suis très content d'avoir pu la tester parce que c'était vraiment une des motos de mes rêves. Très bien, merci beaucoup Max en tout cas Bon, pour Salut à tous. ce petit test Ciao. Salut. hyper complet. C'est vrai que les gens se demandaient est-ce que c'est facile à manœuvrer une moto pareille. Bah, Bon. il a répondu pas spécialement, tu vois. C'est pas l'idéal en tout cas dans cet environnement-là, mais j'avais que sur les belles routes et les belles départementales italiennes, ça doit être magnifique. Ça doit être une dinguerie. La moto est très très belle. Hein. Moi perso, je suis allée sur le site là, j'ai vu le Black and Steel Skin qui est donc tout noir avec les fourches dorées et le Hollins justement rouge au lieu de jaune. Très 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 stylé. On va les voir on va le voir se balader. Allez.
Il repart avec. On dirait un épisode des experts, quoi. Il a tout gagné. Il a vraiment Il teste gagné. la moto, il fait pas l'émission. Mais oui, non, Incroyable. mais la question c'est est-ce qu'il va la garder plusieurs jours? Je pense que oui, pour pouvoir se faire un avis plus complet. Après, je doute qu'il sorte 26 000 € quand même de sa poche pour acheter ça. Hein. Non, parce qu'en plus, si c'est pas la position qu'il préfère, bon. Non, mais ça, c'est un point de détail. Hein. Crois-moi, tu t'y fais très vite. Oui, mais 26 000 €, un détail est un détail. En tout cas, il a l'air moins d'un crapaud sur une boîte d'allumettes Ouais. sur cette moto-là. Comme un tu peu disais, plus, alors je sais pas si j'ai entendu, ça fait un... Ah oui, bah ça c'est sûr que le. Comme les baudriers. Ça remonte j'avoue que- la salle de jeu, quoi. La moto est incroyable. La moto est incroyable, n'est-ce pas? En tout cas, merci à lui pour ce test. On va continuer. J'ai choisi quelques news pour vous, de trucs un peu rapides. Il n'y a pas eu de Grand Prix mis la meilleure news, d'ailleurs. ce week-end. J'ai mis la meilleure Racisme news. mono. Racisme mono. On va dire les termes aujourd'hui. Je vais m'expliquer. On en a marre. On en a gros, mon cher Reza. Mais d'abord, je vais Venez vous commencer. battez. Je l'ai mis en premier. Je l'ai mis en premier, celle-là. En plus, tu l'as mis en première, ouais. C'est une polémique. J'étais très énervé. Polémique. C'est une polémique qui agite le monde de la Formule 1. Ah, Oh. J'ai un Depuis hier soir, je crois, là. hein. Une de Ouais. plus. Ce matin, hier soir. Ouais. J'ai intitulé cette news Racisme mono, puisque Nelson Piquet, le triple champion du monde de F1, a traité Lewis Hamilton Oh d'un là terme que l'on évitera Oh de là, dire. oh pour ne là pas- là Le N-word, là on dit, là, on ah Voilà, là le là là N-word. là là là. Commençons par un. Voilà, de manière extrêmement malveillante et Ah péjorative. là 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 Ça là. s'est passé en 2021. Mhm. Au Ok. Grand Prix de Silverstone. Donc, on apprend finalement bien trop tard ce qui s'est passé. Et donc, comme disait Reza, voilà, ça avance depuis quelques heures déjà. Les faits remontent à plus d'1 an. Et c'est CNN Brésil qui révèle ce scandale. Donc, Nelson Piquet, triple champion du monde de Formule 1, 81, 83 et 87. Le beau-père de Max Verstappen, Exactement. il faut le dire. T'en dis long. Dis donc. Ah, ah, ah. A utilisé ce mot pour commenter l'accident entre le néerlandais du coup et le pilote de chez Mercedes lors du Grand Prix de Silverstone en 2021. 1-1-1, Lewis Hamilton a mis sa voiture et l'a laissé parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser deux voitures dans ce virage. Il l'a fait comme un salaud, il a de la chance. Seul l'autre, Verstappen, a été foutu. Voilà la déclaration dans une traduction assez Google tiers. Toujours est-il que le N-word était bien présent et il n'aurait pas dû l'être. Donc, à voir quelles vont être les sanctions ou pas, s'il y en a. Mais en tout cas, déjà que la saison est un peu difficile pour Hamilton, c'est encore quelque chose qui se rajoute. Personnellement, je suis extrêmement choquée de lire quelque chose comme ça. Bien Ouais. qu'on sache qu'aucun milieu, surtout pas le sport, n'est épargné du racisme. Pourquoi ça sort que maintenant? Bah, Pourquoi Oh, ça sort que maintenant? Comme tout sort après, de toute façon. Ouais. Comme l'histoire de tricherie avec la Oui, voiture je suis de d'accord, je suis sécu. d'accord, tout ça. mais, Après, moi, je suis pas surpris, Marie. Tu sais, bon, il y a des histoires par-ci, par-là, mais ça fait bien longtemps, dans certaines interviews, dans certains reportages, ou certaines interviews sur des chaînes moins grosses de pilotes, qui disaient qu'il y en avait depuis l'époque du karting. Ouais. C'était un environnement très raciste. Il Mm. n'y a pas la preuve. Certains me diront peut-être, Reza, t'abuses. Je me dire, oh, tu te victimises. Non, Après- je ne pratique pas. Mais tu vois, ça m'étonne pas au final. Ça m'étonne pas. Et encore une fois, s'ils parlent comme ça à la radio, les conversations à la maison, ça doit être level 99. Ça doit être sûr. terrible. Donc, Ouais. encore une fois, maintenant, c'est juste, voilà, faut arrêter de faire semblant et surtout, faut que les commissions fassent quelque chose par rapport En à fait, ça. on oublie presque que ça existe parce que le côté F1, quand on nous en parle, on nous montre vachement tu sais, les discussions entre les ingénieurs et les pilotes, la radio, etc. Où toujours les déclarations, oui, le pneu, oui, machin, merci à ce public, j'adore ce Grand Prix. C'est même, je pense que dans le sport, l'une des pires les pires conférences de presse, c'est les conférences de presse de F1. Vraiment, c'est les pires. Et les remerciements aussi à la fin, c'est merci public, vous êtes le meilleur public, c'est le meilleur Grand Prix. Je suis très content d'avoir gagné ici. Merci à mon équipe d'ingénieurs que tu as pourri pendant je sais pas combien de tours. Donc c'est hyper aseptisé, hyper friendly en termes de façade. Mais tu sais qu'en dehors, ça se passe du comme ça, quoi. Donc après, moi, c'est juste le timing. Pourquoi ça sort maintenant et pas sur le moment ou quelques semaines après. C'est juste le timing que je trouve curieux. Après, Breza a tout dit, donc je ne peux que mettre un +1 à ses propos. Totalement. Les gens, il y a quelqu'un dans le chat qui demande, mais pourquoi on précise que c'est le beau-père de
de Verstappen, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un accident qui a lieu donc au Grand Prix de Silverstone et qui Oui. concerne les deux. Donc on imagine un beau-père peut-être émotif sur le moment avec un gros background raciste. Et que l'année dernière, Hamilton perd le titre au profit de Verstappen aussi. Voilà. Faut le rappeler. Donc bon, il y a peut-être des choses. Ken, peut-être un mot là-dessus. Bah, Franchement, il y le a pas mot, grand-chose c'est à que dire. Hein. c'est. Enfin, Piqué, il vient un peu d'une génération éteinte, hein, excusez-moi, mais bon, c'est malheureusement, encore une fois, souvent des propos. Personnes un peu âgées, hein, tu vois, qui plus ça vieillit, plus ça perd, je sais pas, des brides ou plus ça perd le bon sens. Le problème de ça, c'est que bah, c'est encore. Alors là, ça ressort au grand jour, donc c'est un peu affiché et c'est choquant. Et ce qui est le plus choquant, c'est tout l'effet du racisme banalisé, Ouais. tu vois, qui traîne au sein même du milieu, que ce soit de la F1, mais crois-moi, en cyclisme, c'est un peu pareil. Hein. Non, mais partout. Partout, ouais. Et tu vois, c'est juste que ça devient une genre de, c'est pas de tradition, mais ça devient dans la culture, dans les habitudes. Dans le folklore, quoi. Voilà, exactement. On banalise un peu ce genre de choses et tu as des trucs comme ça qui arrivent à sortir au bout d'un moment, mais le vrai problème, c'est un vrai problème de fond. Il faut casser à un moment ou à un autre cette chaîne-là de transmission, hein, c'est vraiment ça, hein, de génération du racisme. C'est quelque chose qui est compliqué. J'avais l'impression qu'il y avait un peu de mieux, mais à chaque fois. En fait, c'est un peu ça. Moi, mon ressenti, tu m'aurais dit ça arrive dans le NASCAR. Bon, oui, je l'entends tout à fait. Mais j'avais eu la sensation bête et naïve que la F1 était plus ou moins Je dis, c'est parce que c'est épargnée. l'enrobage de la F1, c'est la C'est ça. com autour qui fait Ouais. que, même tu vois, comme des documentaires un peu comme Drive to Survive, on te montre les coulisses, t'as pas de dérapage de monstres comme ça. C'est un milieu qui montre ce qu'il a envie de montrer et qui montre pas le reste. Et t'as l'impression que rien ne ressort de là, tout le monde est dans le même moule et tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Je te dis vraiment, les pires confs, c'est les confs d'avant Grand Prix et les réactions d'après Grand Prix. Tu prends les mêmes, tu changes juste le nom le lieu, c'est les mêmes phrases quasiment, tu vois. Donc, c'est pas surprenant qu'on soit tous en mode étonné. Ah, ça existe. Bien sûr que ça existe. Sauf qu'on l'avait oublié. Donc c'est bon de le Exactement. rappeler. Une saison difficile pour Hamilton, comme je vous le disais, le septuple champion du monde qui connaît donc une nouvelle saison un peu compliquée, mais il sera à domicile le 3 juillet pour le Ouais. Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors que George Russell, son coéquipier, est Monsieur Constance, Ouais, P3, Monsieur P4, Régulman. P5, P4, Ouais, P3, ouais. P5. Bref, toujours aussi régulier. Du coup, il y avait Jackie Stewart, qui est triple champion du monde également, qui a déclaré récemment Lewis Hamilton a la musique, il a la culture, il aime les vêtements et le commerce de vêtements aussi, ça lui conviendrait parfaitement. Ça, c'est dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Convex Conversation. Je suis sûre qu'il aura beaucoup de succès parce qu'il gagne énormément d'argent, à juste titre, parce qu'il a été le meilleur de son temps. Mais il est néanmoins plus sage d'arrêter que de subir toute la douleur de ne pas pouvoir faire ce que vous faisiez avant. Il a bien porté le sport, j'aimerais le voir arrêter maintenant. Les mots sont très durs. Oui, non, Très, très c'est dur. facile à dire. Ouais. C'est qui a dit ça? Jackie Stewart. Ouais, bon, c'est Jackie Stewart, il a eu quelques victoires, mais bon, personne ne Non, peut mais- se mettre à la Ah ouais. place de Bah. Lewis Hamilton, tu vois. Mais non, mais Donc, là-bas, Marrant, non, mais- non, mais l'époque c'est- ou des trucs comme ça, tu vois. exactement, exactement. C'est marrant. ce Limite, si propos- Schumacher pouvait parler, peut-être, ok, Ouais. mais peut-être il peut donner des conseils, mais Jackie Stewart, ça reste un grand champion. Là, tu te mets pas à la Et place Lewis d'Hamilton. Hamilton, 7 titres. 7 Non, mais- titres, et c'est horrible de le voir enterré déjà oui, par bah, des gens très bien, négatifs. C'est marrant ces propos parce que ça sort là, alors que Lewis gagne pas en difficulté. Alors déjà, ce type de propos-là, tu peux le sortir quand un grand champion comme lui enchaîne 2, 3, 4 saisons et que c'est galère. Et voilà, un peu comme ce qu'on a vu à un moment donné comme discours pour Fernando Alonso et c'est pas sorti tout de suite. Hein. Comme quoi, c'est ça, son grand passage, son âge d'or en F1 est passé. Et puis Lewis, par contre, c'est là où moi je me pose sincèrement la question, c'est juste à quel point la perte du titre l'a affecté. Alors il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi la caisse, etc., la bécane. Mais je pense que c'est une année compliquée tout court et qu'il faudra voir après, la semaine prochaine. Quoi. La Clairement. semaine prochaine, il est toujours là. C'est incroyable, mais la F1, il ne s'agit pas que d'être au top de la conduite. Il faut être bien mentalement, il faut être bien aussi avec ses équipes, bien dans la voiture. On a vu que les conditions physiques pour conduire les F1 aujourd'hui sont dramatiques. Donc, évidemment, ça compte aussi, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Mais il y a des coureurs bien plus vieux qu'Hamilton et Ouais. en moins bonnes conditions physiques que lui actuellement sur le circuit. Hamilton,
Sincèrement, bah, si lui il doit arrêter, alors que les 10-15 autres Ouais. derrière lui arrêtent à ce moment-là, qu'ils dégagent tous, quoi. Ça veut dire quoi? T'as pas Clairement. le droit d'avoir une année à vide. C'est ça. Combien de temps Schumacher il a mis chez Ferrari Oui. pour redresser l'écurie avant de gagner? Alors qu'il était champion à l'époque. Il est allé, il a taffé. Oui, bah, la McLaren, enfin la Mercedes marche moins bien aujourd'hui qu'avant. Oui, Russell est très très bon. Mais J'ai pas, enfin, j'ai pas- j'ai franchement, pas le souvenir de Monaco du c'est week-end, mais chaud. quand Vettel fait Red Bull Ferrari, et qu'il gagne pas d'ailleurs, qu'on lui mette le même genre de taquet, de tacle ou de phrase en mode bah Vettel, ton temps il est passé. Non, je pense qu'en fait là, il y a eu le côté où il y a le suspense qui a été un peu trop long, je pense, c'est vrai. On savait pas si Lewis allait remonter dans la monoplace, etc. et repartir. Il est reparti. La saison est ce qu'elle est. Faut Et pas. puis elle faut est pas finie. Voilà, elle est loin pas finie déjà, et d'être puis faut finie. pas enterrer le mec, quoi. Enfin, Clairement. Je me permets, hein. C'est les détracteurs, pardon, excusez-moi, parce qu'en parlant de moto, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, ça parlait de Valentino Valentino Rossi. Rossi, ouais. Ouais. J'ai mal aujourd'hui. Valentino Rossi qui a pris du coup sa retraite il y a à peine quelques mois, Oui. je crois, à 43 ans, ouais. et qui a fait quasiment, je crois, 7 ou 8 années sans gagner un MotoGP. C'est ça. Ouais. Pourtant, voilà, c'est une légende du sport. Il est resté Oui. parce qu'il a besoin de cette adrénaline, il s'amuse, Mm. et il a le droit, en fait, tu vois. Je Et, pense que le mec était conscient qu'il ouais. pouvait plus gagner Ouais, aussi. bien tu sûr. vois, il l'a accepté. Oui, très bien. Voilà. Ok. Là, vous Et- pensez qu'Hamilton ne peut plus gagner? Non, Mais c'est non, pas mais possible. non, je pense pas. Je vous en pose plus, la Il est question. pas encore à ce Mais stade-là, tu vois. surtout, on peut pas comparer. Rossi, il a enchaîné les saisons sans gagner. Vettel, il a enchaîné les saisons sans gagner. Son reste sur la F1. Hamilton, là, c'est une demi-saison. Elle est en cours, elle n'est pas finie la Ouais. saison. Une demi-saison où, je rappelle, le contexte de base, c'est personne ne savait cet été s'il allait reprendre ou pas, prendre sa retraite ou pas, s'il allait s'arrêter ou pas. Donc, avant de l'enterrer ou d'avoir ce type de jugement-là, pour moi, ça se juge sur plusieurs saisons. C'est clair qu'on enterre un peu trop vite les champions, j'ai l'impression, de nos jours. Et surtout, on oublie un truc, c'est qu'un Lewis Hamilton, même 5-6e sur la grille, ça représente à mon avis bien moins un danger qu'un Latifi en 20e position sur la grille. Donc, remettons un tout petit peu, s'il vous Ouais. plaît, la mairie au centre du village. Enfin, la suite ou non de la carrière d'Hamilton est un non-problème. Voilà, point final. Totalement. Et Fabien Henki le disait dans le chat, c'est pas la première fois que Jackie Stewart s'en prend à Hamilton. Il y a peut-être un grief derrière, mais oui. Il l'aime c'est- pas. Oh, il est Voilà, raciste dès qu'il aussi, peut, hein. il lui- Disons-le très clairement. hein. Racisme mono, hein. Voilà. C'est trop facile, Ken. En tout Ouais, cas, il lui bah. saute souvent à la gorge. Autre news, sachez que la RB17, qui n'était pas donc le nom de la monoplace de la Red Bull en catégorie reine, avait peut-être une autre raison. Laquelle, selon vous? De quoi? Quoi? La RB17. Ouais. C'est un nom Oui. que l'on n'a pas vu en F1. Ouais. Parce Ouais. qu'en fait, Red Bull devient officiellement constructeur automobile et annonce du coup la c'est vrai. RB17. C'est vrai. Oui, l'hypercar Ils veulent- conçu Ils veulent faire une voiture. et vendu Une hypercar. par Oui. ses propres soins. Attends, non, il s'associe pas avec McLaren, quelqu'un s'associe pas avec quelqu'un pour faire la voiture. Alors j'y viens déjà. Avez-vous quelques 5 millions et des poussières sur votre compte en banque? Bien sûr, on travaille chez le stream, s'il te plaît. 797 000 euros de poussière. Donc en gros, la branche d'ingénierie de Red Bull Advanced Technologies a annoncé les détails de son premier projet d'hypercar Un petit entièrement kiff. conçu et développé, fabriqué chez eux en interne. Voilà, donc ils en sont très très contents. Vous avez Comme je dis. montré il y a 3 semaines le vélo Red Bull. Ouais. Ils ont fait pareil avec les vélos aussi. Totalement. Donc c'est une hypercar qui va être propulsée par un moteur hybride V8 développant plus de 1100 chevaux. Elle est conçue autour d'une monocoque beau. en composite de carbone. Elle est dotée de l'effet de sol le plus avancé disponible dans une voiture de série selon eux. Et voilà, les manifestations d'intérêt pour cette RB17 peuvent désormais être exprimées à hauteur de 5 millions de Oh, ça livres va. sterling. Ça n'inclut pas les taxes 5 millions de locales. livres. 5 millions de livres, ça Ou en fait euros, on est 5 très millions loin. là. d'euros, là. 797 000 et des poussières. Ouais, bah, Bonne go voiture prendre pour la, go Qatari. prendre la Ducati, hein, du coup. Ça Go fait, prendre même rien à 5 millions. Voilà. C'est pas de voiture à 5 5 millions. millions, je suis riche. rien du tout. Ouais. ça fait, alors il y aura seulement 50 voitures. Modèles. Énorme. Produit. 50 voitures. 50, mais attention, vous n'avez pas que la voiture. Ah. D'accord. Quand vous achetez un package. Vous achetez, en plus de la voiture, une association étroite à l'équipe Red Bull Racing, grâce à l'accès au simulateur,
Ah. au développement de programmes de véhicules, à la formation et aux expériences sur piste. La RB17 sera prise en charge directement par l'usine avec une assistance en matière d'entretien et de maintenance. J'espère à ce prix-là quand même tu as une garantie, quoi. Ouais. Le profil d'utilisation de la voiture, du conducteur, tout est personnalisé, un peu à l'image de ce que fait Ferrari avec ses programmes FXX. Voilà. Donne une FXX avec Alors non, puisque là on est chez Red Bull. Mais du coup, ils ont déclaré que ça permettait de sécuriser les emplois existants et de créer plus de 100 nouveaux postes à Milton Keynes, là où il y a les usines. Du coup, 5 millions, Ouais, bah écoute, c'est Ah. merveilleux. Ouais. Pour 50 caisses. Non, mais elle sera dans Forza, donc Ouais, au pire. Ouais. Elle est pas très Forza belle. Motorsport Reboot. Ou un Assetto Corsa. franchement, On va la moder dans Assetto Oh Corsa. la, la oh, la- Forza. la réponse, quoi. il n'y aura pas besoin de dépenser 150 € de vrai Mais- argent pour l'acheter. Je la trouve pas très belle. Non, quoi. c'est un design provisoire, hein, tout Mais ça. surtout, Ouais, pour ouais, un mais- hypercar, je trouve que c'est basique, c'est un design, une forme qu'on a déjà vue auparavant. Et donc la c'est un- forme de l'aérodynamisme. Voilà. Alors, enfin, justement. pas de waouh, quoi. Adrian Newey, qui travaille du coup dessus, qui est en charge du projet, avait travaillé en synergie avec Aston Martin sur la Valkyrie. That's why. Vous avez peut-être des réminiscences. C'est bon, c'est bon. Voilà. Mieux. Pourquoi Elle roule au Red Bull, me dit-on. Pourquoi pas ce serait beau. Elle a des ailes. Non, on arrête. Je ne crois pas. On On arrête. continue avec les news. Je suis en train de revenir sur mon petit renard. Voilà, excellent article. J'ai mis en titre du travail de fond, les amis. C'est magnifique. Voici les vêtements à ne jamais porter dans l'avion. C'est un vrai article. Ah ouais C'est un vrai article. Vas-y, ça m'intéresse. Ça, faut Ah, mettre ah, quoi ah. Les, Écoute, les est-ce Crocs que Prada, on a le droit non, ou mais ça pas m'intéresse de fou. on est Pour la d'accord, j'ai mis le lien. Tu peux yes. balancer. Vous avez prévu des vacances Oui. cet été Eh oui, voilà. Si vous comptez prendre l'avion, cet Ouais. article est fait pour vous. Trop Certaines tenues sont en effet plus ou moins adaptées au vol, comme à l'aéroport, pour des raisons Ça, de c'est confort, mais normal. aussi de sécurité. Donc on vous explique qu'il ne faut pas mettre de jeans trop serrés. Oh. Ou qu'il faut mettre de vêtements, parce qu'en fait, sinon, vous faites chier à demander les couvertures, quoi. C'est vrai aussi. Très gros travail, très grosse année. Perso, Ça, la vidéo. Perso, Vas-y, vas-y. avion, j'ai compris, parce que relou, le ceinture, les clés, les machins, c'est jogging et pas short. Mais bien sûr. Même Ah, quand il y a tu- un vrai truc. Même, Alors, je suis il y a- curieuse. il y a un débat parce que même quand tu pars dans un pays chaud, pourquoi Parce que le problème, c'est que dans l'avion, passer évidemment une certaine altitude, Altitude. t'as froid. Il y a la clim. Et le fameux plaid sur les jambes, etc. une galère. va être humide. Dans le jogging, t'as pas Vous froid. voyez, cet article n'était pas en annexe. T'as pas froid. J'allais même Contrôle rebondir. de sécurité, puis tu gagnes un temps fou à relever ta ceinture. Il n'y a pas de ceinture. C'est vrai. Tu passes, clac, tu poses ta valise, ton passeport, ton billet et chut, hop, tu traces tout chousse, surtout comme moi, t'es toujours à la frame. Donc non, jogging. Moi je vous conseille à mort le jogging. Jogging, team jogging en avion. Team jogging en avion. Enfin, à partir d'un certain âge, parce que du coup, quand j'étais petit, quand j'allais au bled, Ouais. mon père, il voulait pas que je prenne l'avion en jogging pour aller au Pareil. Congo. Donc j'étais obligé de mettre des jeans, mais il y avait tout le processus ceinture et autres. Ah, Quand j'ai commencé à prendre l'avion tout seul à 17 ans, 16 ans, c'était full jogging. Ouais. Tout le temps jogging. Et quand des fois je vois des gens prendre l'avion avec moi, venir en mode mini short débardeur, peut-être je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas Ben, tomber malade alors, dans la l'avion question, en fait. c'est que moi, là, regarde, je vais Soit il prendre, troll, je vais soit il prendre troll, l'avion je sais à pas. Paris. ouais. Ouais, Donc, il fera certainement Mhm. mauvais, certainement gris. il fera chaud. Il fera chaud. C'est chaud, en ce Mais je pars donc de Paris, Mhm. un endroit Ouais, extrêmement plus, ouais, pour aller à l'île Maurice. Habille-toi. Est-ce que je m'habille en fonction de mon arrivée Non, ou est-ce que je tu mets un m'habille en jogging fonction de mon... en fonction de l'avion. Mais après, ce que tu peux faire, c'est que t'as un sac, Mais un jogging. t'as un sac cabine avec toi. J'ai un Ah ouais enfant. J'ai un enfant, donc le sac On cabine, oublie, c'est on non. oublie, non. Je J'allais remets les dire, bras que pour mon fils. le petit short ou la petite tenue secondaire, tu les mets dans le Non, sac il y en cabine, a. mais je comprends. Si t'es en premium ou affaire, ta cabine c'est 18 kilos. En éco c'est 12. En premium et affaire c'est 18. Si t'as une cabine 18 kilos, t'es bien. Ah oui, mais bon, là, du coup, je regardais, au début, je me moquais gentiment, je t'en Ouais. c'est quoi cet article? Comment je vais m'habiller jeudi? Donc voilà, sachez-le, ne mettez pas d'objets métalliques, essayez Il y a une d'éviter vraie fashion week. au hein, maximum contre- l'inconfort. tu vois Ouais, des il y a gens un gros vrai truc. costards, grosse ceinture incroyable. Il y a un Il y en a vrai qui truc. perdent un quart d'heure littéralement sur leur truc. Effectivement. Ken, jogging. petit short, J'ai petit rien jogging. dans mes poches, de toute façon, quand je vais embarquer en avion, à part mon passeport et ma carte d'embarquement. Voilà. Ok. Et le jogging, j'ai du mal à me sentir à l'aise dans un jogging. Ah ouais? Ouais, je me sens pas très à l'aise dans un Faut qu'on jogging. prenne un bon jogging. Pas d'ailleurs. vraiment un Ouais. bon jogging. Pourtant, c'est Parce trop que les bien. jogging, il y en a 150 000 des coupes. Hein. J'ai toujours te l'air, jure que j'ai dans toujours l'avion- l'air dégueulasse ou de mettre chier dessus. tu vois. Mais non. Tu mets des Pas sarouels. trop, j'aime pas, j'aime pas trop ça. Donc moi, ce que je mets, c'est des jeans mais stretch.
et j'ai pas besoin de ceinture avec les jeans stretch, c'est très élastique, tu vois. Ok. Pas mal. Ça, à la fois, ça tient chaud, ça isole bien. Uniqlo en fait des super. Donc voilà, j'ai tendance à mettre ça. Il y a un vrai truc. Il y a un vrai Mais truc. sinon, ouais, je suis vraiment, tu Et le sais, méta, bien sûr. sans manteau, Et sans rien, tout est dans ma valise en vérité, et je suis avec quasiment rien sur Marie, elle moi. a soulevé un point. C'est vrai que tu penses à quoi? Tu penses au fait que tu pars de Paris et que potentiellement il peut faire froid quand tu Et prends tu vas l'avion. attendre 4 heures à l'aéroport, Voilà. c'est relou. C'est ça. Ou ta destination d'arrivée, mais en vrai, t'en fous. Jogging, si tu peux, petit short. Nani. Et au pire, Tu vas atterrir dans 2 jours Ouais. à Pointe-à-Pitre. ouais, bah Tu vas arriver, tu vas- j'aurai un short dans mon sac Tu à vas dos. te t'inquiète. prendre le souffle Oui, mais non. du Mordor Parce dans que le visage. Je vais me changer, arriver là-bas. Ah, Eh, ça mais c'est une on vraie transpire, méta, ça. On transpire yeux rouges, Marie. Bah oui. Ouais. Évidemment, on transpire yeux rouges. Après, la voiture est Non, ouais, climatisée, tu vois. vous prenez un petit mérino, ça s'adapte vachement bien à toutes les températures, ça prend bien la écoutez-le. petite transpiration. Écoutez-le. Ah bah bon, bref. J'ai une autre question pour vous. On a des vrais problèmes, souligne le Et- chat. L'avion du futur, Voilà. est-ce que ça vous parle? Non. Ah oui, ça me parle, mais Il je est en pense, France, hein. je pense pas que ce soit ton avion qui soit l'avion du futur, cela dit. hein. Écoute, il est marketé comme l'avion du futur qui se trouvera au futur aéroclub de Brest. Des avions électriques pour transport de passagers, un aéroclub qui produira plus d'électricité qu'il n'en consomme. Ok. Sur le papier, tout est beau. Ouais, Tout est beau, tout est parfait. Jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on voit l'avion, quoi. je découvre le nom, le Pipistrel, qui est Quoi mignon. Oh. C'est mignon, mais bon, on attendait autre chose. Par contre, zéro bruit, zéro émission carbone. Un avion électrique qui est déjà une réalité à Brest. Vous trouverez tout un tas de Ouais, vidéos il YouTube. fonctionne, ouais. Il fonctionne, il vole. Voilà, c'est nickel. Ça s'appelle le Pipistrel Vélis Electro. Pire nom possible. Hein. Écoute, oui, Ouais, on va pas bon. se mentir. Pipistrel. Après, c'est le seul avion alimenté par des batteries rechargeables certifiées dans Ouais. le monde aujourd'hui. Il permet d'embarquer un passager pour un cours de pilotage ou pour un baptême sur rendez-vous. Mais pour le moment, bon, il n'est pas certifié pour d'autres missions que ça. 18 minutes de vol, Ouais, c'est le record. parle Ok. en Ils ont, minutes de vol. voilà, ils Ouais. ont pu relier le continent et une petite île, la plus courte d'Europe. Voilà, donc 18 minutes, c'est beau, c'est un petit record. Il est peut-être là, le futur, en tout cas, zéro émission carbone. Moi, Pas à ça ce me nom-là. parle. Non, c'est Ouais, pas. le nom, ça me fait le nom pas, est un problème, ça reste, on va dire, là, on parle d'avion de loisir, là, Ouais. pur et dur, parce que je sais pas vraiment, Pour déjà une avec excursion. un avion et en 18 minutes, qu'est-ce que tu vas rallier? On va dire pour le transport local, on est plus là sur des drones, donc les nouveaux hélicoptères électriques, peut-être un peu plus facile à poser, tu vois, puisque tu as la verticalité du décollage et de l'atterrissage. Et là, on n'est pas sur du transport Ah bah, de toute de façon, cargaison, ni une même personne, donc, de personnes ouais. en nombre, tu vois. Donc, l'avion du futur, oui, enfin, on va dire l'avion de loisir du futur, peut-être. Alors là, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, arrive à son aérodrome en Audi e-tron pour piloter son Pipistrel. Ah, C'est très j'avoue. très bien vu. C'est effectivement une chauve-souris, le Pipistrel, la Pipistrel. Ouais, chauve-souris. Qui est très mignonne. Je suis pas certaine que ce soit le meilleur des choix en termes de nom, mais finalement, qui suis-je pour en débattre? Mais sachez que c'est une fierté et c'est en France. Voilà. Est-ce que ça vous donne envie? Peut-être dans un vélo? En vrai, ouais. C'est assez cool. Why not? Ouais. Et enfin, le vélo du futur. Ah. Un vélo qui peut embarquer jusqu'à 8 personnes. Quoi? Qui pédale? Ça s'appelle un bus, du coup. Et C'est vrai, oui. c'est un vélo, donc cargo, hein, Un vous l'avez bus bien cargo. compris, Vélo cargo, hein. qui Ah oui, sera d'accord. introduit à l'occasion du salon Eurobike cette année. Yes, l'Eurobike, on aimerait trop y aller. Ben, on ira, Ken. Attends, il faut absolument y aller. Le cargo électrique Uka Bikes qui joue la carte de la polyvalence avec 3 usages très définis. Le transport de marchandises, d'objets et de personnes. Il est certain que pouvant aller jusqu'à 8 personnes, bon, Ils s'amusent après bien. 8 là-dedans, c'est quand même 8 gamins, non? Ah, ce que j'allais dire, ouais. hein. Ouais. Tu mets pas Franchement, 8 ça résas m'a là-dedans. Mais l'air pas d'être Gureza, un madame. vélo cargo, tout ce qui est de plus classique. Bah, hein. Je ne vois pour pas ça la que, différence Dans un entre ce que je environnement croise tout ce ce qui est matin. plus relou hein, aussi. Hein. Voilà, tu prends le carcon, là, il a exactement la même capacité de stockage. Après, ça reste un triporteur. 8 C'est nourrissons. ouais. facile à conduire. Les pneus sont assez énervés pour rouler dans des conditions compliquées.
Cool. Mais En oui, tout cas, enfin. c'est une entreprise finlandaise, d'où les paysages dans la vidéo de présentation. Un vélo que l'on retrouvera donc à l'Eurobike, comme on l'a dit cette année, 13 et 17 juillet. Mhm. Ça tombe en même temps que Japan Expo. Oui, tout à fait. C'est peut-être même pas très loin. Ah ben non, Ah non, les oui. portes de Versailles et compagnie. Voilà. Donc une entreprise finlandaise, Uka, qui a été fondée par Jani Sipila, qui va exhiber du coup ce dernier projet. Moi, je suis assez curieuse de voir comment on met 8 personnes dedans. Ouais. Après, 8 enfants, le problème, après, ça reste les charges de poids. Souvent, les cargos, ils sont donnés à un truc du genre entre 150 et 200 kilos de charge, ce qui est déjà énorme. Hein. C'est tout. Quand même. Oui. Ce qui veut dire que si tu mets 2 personnes un peu énervées dans ton vélo cargo, c'est terminé, quoi. Tu Ouais. mets 2 résas, c'est fini. Alors Ouais. après, je vois que 3 versions sont développées. Mhm. Chacune profite d'ajustements pour justement accueillir plus ou moins de monde. Donc là, si ça se trouve, c'était le vélo cargo 3 personnes. Mais le 8 personnes, j'aimerais voir la gueule. Possible. J'aimerais voir la gueule. Je ne bouge plus, j'ai enlevé ma boucle d'oreille. Normalement, Ouais, ça bien, me- bon réflexe. Ça- Très bon réflexe, ouais. Ça Mhm. tapait. N'hésitez pas à me dire. Jusqu'à 870 litres. C'est quand même énorme. Moi, je suis Stupéfait. éboubi par ce genre de technologie. Peut-être voir Ken dedans, ça me réjouit. Je t'ai déjà emmené faire un tour en vélo cargo, non? Ouais, j'ai pas aimé. Oh. Non, ça fait peur. Oh. Ouais, c'est bon. Ça fait un peu peur. Oh. Ouais, bah, je suis pas cliente. Oh, mais t'as pas les daronnes du Marais là qui roulent avec ça pour emmener leurs gosses Bah, elles ont pas à ce la coffre. crèche? Elles ont le. Elles truc ont à le long l'arrière. tail. Ouais. Ouais, plus facile dans le Marais. Donc. Ça te donne pas envie un petit long tail? Mais j'ai trop peur de me tuer et mon gosse avec. Donc. Et pourquoi? Bah, on sait jamais. Hein. Déjà, me porter moi sur un vélo, c'est une galère. Hein. Tu t'en es très bien Non, sorti. non, 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 Oh là là, Marie, Trop peur. nous la Marie. fais Trop peur. Trop pas. peur. T'es un Trop peur. poids plume. Trop peur. Déjà, on a fait du vélo avec son père et c'est son père qui l'a mis à l'arrière sur le siège bébé. J'étais comme ça. Mais non, mais il y a du progrès. Mais là, ça, c'est beaucoup trop loin dans la méta pour moi. Peut-être dans 5 ans. Finalement, on va passer, alors, je suis désolée, j'ai pas mes lunettes, aux news d'après le G7, le Japon au secours de l'hybride. Et c'est une news de Ken. Ouais, le Jingle. G7, le G7. Jingle, jingle, Ah, pardon. Tiens, jingle. Pardon, désolé, au secours. Ouais, enfin, Oui, vomit le le jingle, le yes. G7, c'est en ce moment, vous le savez ou pas? Non, on a vu la photo de tous les chefs d'État des 7 soi-disant grandes nations qui Soi-disant. sont autour de la table réunis pour Versailles. décider de l'avenir C'était du ça monde. Ouais, exactement. À Versailles, avec voilà, ils ont pris des photos mises en scène Ouais, où c'est mon tu chat. pourrais mettre des. Bah oui, j'avoue. Tu pourrais mettre le logo Versus comme ça. Et le Premier ministre japonais, dont j'ai oublié le nom parce qu'il change toutes les 4 du mois, est monté un peu au créneau, car vous savez, il y a quelque chose en Europe qui a été voté en 2035. Il sera interdit de vendre des voitures à moteur thermique. Quand on dit moteur thermique, hein, c'est thermique ou hybride. À partir du moment où ça fait prout-prout le gazole ou prout-prout l'essence, c'est terminado, finito, c'est non 2035. Presque demain, hein, quand même, hein, on arrive bientôt. Et le Japon, il n'est pas très content de ça, parce qu'évidemment, la grande nation qu'est le Japon, ils ont toujours investi dans les technologies transverses en poussant au maximum le potentiel de leur techno sans jamais regarder ce qui se faisait ailleurs. Ils avaient les meilleurs téléphones à clapper, mais bon, ils se sont fait atomiser évidemment par les smartphones, s'en ont rendu compte jusque 10 ans plus tard, Un peu trop mais tard, continuaient d'être encore en clapet. clapet. On les voit encore avec leur clapet japonais. Même chose pour le fameux moteur rotatif de chez Mazda, les forceurs de l'infini qui ont toujours pas compris que personne avait envie de mettre 18 litres d'huile à chaque fois que tu faisais ton plein d'essence. Et bah, c'est un peu la même chose avec l'hybride. Ils sont pionniers évidemment sur l'hybride. Ils sont vraiment les leaders du marché. Toyota en tête de liste. Ils font parmi les meilleurs moteurs hybrides au monde, d'une fiabilité incroyable et d'une efficacité redoutable. Oui, mais voilà, bah, le marché de l'hybride risque d'être très fortement entaché, évidemment par l'arrêt de la possibilité d'en vendre, notamment sur le marché européen. Le gouvernement japonais a donc demandé, s'il vous plaît, faites confiance au Japon, parce que le Japon, plutôt que de se dire, tiens, on va enfin essayer de taffer un peu les véhicules électriques pour en faire des mieux que les autres, à eux, ils ont tout investi dans l'hybride, donc se dire, on va encore pousser la tech de l'hybride loin. Et le message du Premier ministre japonais, c'est
Faites confiance évidemment à Toyota. Vous allez voir, l'hybride de demain sera encore plus propre, encore plus incroyable. Donnez 12 ans à l'hybride, c'est donner la meilleure technologie du monde. Ils n'ont d'ailleurs peut-être pas tort, j'en sais rien en vérité, hein, pour statuer par rapport à ça. Mais évidemment, comme Toyota a gros à perdre parce qu'ils sont très en retard, notamment par rapport à leurs voisins coréens sur les moteurs et les motorisations électriques, eh bien, le Japon aimerait un petit délai et un privilège pour l'entreprise Toyota qui fournit énormément de ces technologies. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, nous en Europe, on se regarde un peu le nombril parce que c'est vrai qu'on commence à penser un peu que ce soit nos réseaux, nos trucs, nos machins pour l'électrique, on se vote en 2035. Mais bon, il n'y a pas que des marques européennes qui vendent en Europe. Toyota est quand même très très haut dans les ventes. Ça va peut-être être difficile pour eux. Déjà que c'est pas l'automobile qui leur apporte le plus aujourd'hui. Voilà, faut-il donner une chance encore à l'hybride ou non? Véritable question, Reza. Je sais pas, moi on m'a dit en ce moment super éthanol de 85. Oui, c'est pour faire des économies, mais ça c'est pas ce qui règle le problème. Ouais, ça règle pas le problème. Non, moi de toute façon je sais pas comment régler le problème, Ken. Tout ce que je sais, c'est que là c'est à 2,15, 2,17. Là j'ai 60 litres et j'ai pas mis le plein, mon frère. Ah ouais, c'est Là chaud. tu me parles de choses là qui me concernent pas directement, Ken. J'ai J'ai un plein à mettre, mon frère. J'ai un plein à mettre. En hybride, tu consommerais moins, soi-disant. Donc, si quelqu'un dans le chat a la carte totale et habite vers Besançon, n'hésitez pas. Oui, On pardon. n'avait pas fait le comparatif justement sur ce qui coûtait le moins cher en termes d'entretien et tout. L'hybride, c'était pas le. Ouais, l'hybride, en vrai, c'est pas si si moins cher. rentable que ça parce que oui, c'est vrai que ça a tendance à consommer, Du à coup, toi, tu rattraper les proposes quoi? faibles Tu consommations. me demandes, moi je te retourne la question. Moi, je pense que le Japon devrait arrêter de forcer. Tu vois, c'est des forceurs. Les Japonais, c'est des forceurs de toujours. Alors, en forçant, ils ont parmi les meilleurs trucs au monde, enfin les meilleurs techs du monde dans certains domaines. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à développer. Par contre, quand ça marche pas, j'ai envie de dire, frère, c'est bon, passe à autre chose. Passe à autre chose. Oui, l'électrique, c'est plus ou moins les Américains qui essayent de démocratiser un peu tout ça. Mais bon, le Japon était une terre d'innovation à une époque. Il faut garder au moins ça à l'idée. Au moins essayer d'être sur les deux tableaux, justement ici. Petit sondage, hein, d'ailleurs, qui est passé sur quel type de voiture vous possédez. Évidemment, une grande majorité de thermique, hein, c'est logique, hein, encore aujourd'hui. Mais voilà, moi, j'ai pas la solution aussi. Je me dis que si les Japonais, en plus, c'est Panasonic qui fournit beaucoup des batteries et des meilleures technologies de batterie aujourd'hui. Si les Japonais travaillaient ensemble, peut-être pour fabriquer l'électrique demain, plutôt que d'ici là, ils forcent sur l'hydrogène ou les trucs comme ça, tu vois. Ils veulent pas faire comme les Américains. Je peux comprendre, tu vois, parce que c'est peut-être en allant à contre-courant que tu te différencies des autres. Je pense qu'essayer de jouer sur les deux tableaux, au moins pour une entreprise comme Toyota qui est gigantesque, ça serait plutôt pas mal quand même. Ce qui est quand même intéressant quand on regarde là le dernier rapport de Zone Bourse qui a fait un papier justement à ce sujet il y a quelques jours. Il faut savoir que le président, donc Toyoda, qui s'appelle Toyoda, c'est le président de Toyota. Oui, c'est ça, exactement. Toyota. C'est également le président du lobby de l'association des constructeurs automobiles japonais. Bah, oui, c'est ça, oui. Non, mais il y a le conflit d'intérêts est gigantesque. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont appuyé sur le Premier ministre pour faire en sorte que le Premier ministre essaye de passer ce genre de résolution. C'est un vrai forçage. quoi. Oui, c'est un vrai c'est un forçage forçage économique juste pour mettre Toyota yimbe, tu vois, et c'est pas du tout dans l'intérêt de quoi que ce soit. Bon, après, est-ce que la transition électrique est dans l'intérêt de qui que ce soit? J'en sais rien du tout. Je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais quoi qu'il arrive, voilà, je pense qu'il faut changer maintenant. Mais en fait, il faut arrêter que les Japonais soient japonais, c'est C'est difficile. une je sais. mafia, hein, parce que Toyota On donc a a dit, donc l'association des constructeurs automobiles japonais, la JAMA, ne peut pas soutenir un gouvernement qui rejette les hybrides. Bah oui, évidemment. Entendu. Non, mais eux, ils veulent- enfin, Et la franchement, technologie Prius. l'électrique au Japon, ça n'existe quasiment pas. Il faut bien que vous en rendiez compte. Hein. L'infrastructure est dramatique. Et même si tu as l'Inassan Leaf qui se loue assez bien pour des courtes distances, parce que globalement, tu es sur la batterie, tu fais tes courtes distances de location, si tu la rapportes, tu t'en fous. Enfin, pour le reste, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, en comparaison de ce qu'on a en Europe et même aux États-Unis aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce qu'ils font pas de nucléaire, non? Bah, ils en font aussi. Ils ont arrêté quelques centrales, mais il y a toujours des centrales nucléaires qui tournent. Hein.
Et c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'ils vont reconstruire des centrales. Donc, En tout cas, le dernier rapport dit aussi que les perturbations des chaînes d'approvisionnement entraînées par les confinements successifs et extrêmement lourds en Chine ont affecté l'industrie automobile japonaise qui a encaissé une nouvelle chute des ventes. Donc vraiment là, ils sont en PLS dans tous les moindres recoins à suivre en tout cas dans Let's Go. On va passer à une prochaine news et cette fois-ci, on va rester toujours dans le moteur électrique. La nouvelle Hyundai Ioniq 6 sera présentée le 14 juillet. Tout à fait. Ben, c'est incroyable. Toi, tu l'aimes cette voiture. Bah alors, je l'ai pas vue vraiment, mais on a quelques brides d'images donc de cette fameuse Ioniq 6, donc qui sera, on va dire, la gamme au-dessus de la Ioniq 5, qui est leur hatchback semi-SUV. C'est très bizarre de la passer la Ioniq 5, une voiture quand même un peu rehaussée, un peu imposante entre le break et le SUV. Voilà, bien mangé. Une voiture assez efficace d'ailleurs énergétiquement parlant, mais étant donné qu'elle est relativement imposante, elle ne l'est pas totalement. Là, le projet de cette Ioniq 6, c'est d'emmener une voiture sur le camp de la BMW i4, sur le camp de la Mercedes EQE et un peu sur le camp de la Model 3 de Tesla, même si la Model 3 reste un gabarit un peu plus petit. Je rappelle que Hyundai est en train de frapper très fort, en tout cas sur le secteur de l'électrique, proposant des modèles plutôt abordable pour de l'électrique, j'entends bien entendu, et bonne autonomie, bonne fiabilité, comme d'habitude de toute façon chez Hyundai, et aussi bonne technologie embarquée. J'ai mis une vidéo parce que le premier lien visiblement ne marchait pas, je l'ai mise. D'ouf. Une vidéo qui a quand même marqué son passage. Ah ouais ? Si on peut la mettre en illustration pendant que tu étayes ton propos. Bien sûr, on peut continuer. Alors, la voiture serait équipée des dernières technologies, donc rétroviseur, caméra, toit panoramique, LED stylisé sur le devant et l'arrière de la voiture, un peu rappelant le style d'ailleurs de la Ioniq 5, mais à batterie équivalente et on va dire à structure châssis équivalente. Cette Ioniq 6 promet une autonomie bien meilleure, de 10 à 20% meilleure que la Ioniq 5. Les raisons sont évidentes. La voiture se veut beaucoup plus profilée, beaucoup plus aérodynamique et du coup beaucoup moins énergivore à la consommation. Meilleure régénération au freinage notamment. C'est donc le 14 juillet prochain que l'on aura une vision sur cette voiture pour la première fois. Voiture qui compte beaucoup dans la gamme pour Hyundai. Sachez d'ailleurs que si on regarde un peu ces histoires de consommation et du rapport prix-consommation de la voiture, Hyundai s'en sort magnifiquement bien, notamment avec la fameuse Ioniq électrique, donc la plus petite, qui est probablement, je pense, la berline électrique la plus abordable, puisqu'on peut l'avoir neuve pour 300 km d'autonomie autour de 30 000 €. Un petit configurateur justement de cette Ioniq électrique. Elle consomme 12 kWh au 100, ce qui est relativement en consommation mixte OK pour une voiture ici. Donc là, c'est les prix en dehors du bonus écologique déduit. Mais c'est plutôt pas mal. Tu peux avoir la finition exécutive là avec les sièges en cuir, mais le reste, la créative de base est extrêmement bien équipée. J'aime bien en tout cas pour ce qui est de rapport kilomètre consommation-prix, je trouve que c'est une super voiture. Le seul problème de cette bagnole, c'est qu'elle est chum. Franchement, elle ressemble à une Toyota Prius rincée. C'est pour ça que elle est chum de ouf. Beaucoup plus prometteuse. Elle est plus prometteuse, mais elle est beaucoup plus chère. Mais genre beaucoup plus chère. La promesse, c'était qu'elle s'inspire du concept car, donc elle a été dévoilée en 2020, la prophétie. Tout à fait, donc elle ira peut-être pas aussi loin, parce que là on dirait carrément une Porsche. Mais il y a fort à parier qu'ils vont étirer justement les lignes et en faire quelque chose de plus sportif et de plus épuré. Franchement, ce sera un gros step-up. Il y avait des 3X qui nous dit qu'il a une petite Dacia Spring et qu'il en est très content. Alors, je ne sais pas si c'est toi que j'ai croisé ce matin. J'ai croisé justement la Dacia Spring. Dacia Spring qui a l'air de rien du tout, mais une voiture qui consomme très peu. Alors, c'est pas une voiture sur laquelle tu vas faire des longues distances, mais bon sang, quelle bonne voiture au quotidien. Tout comme la Fiat 500 qui a le record absolu de consommation ever
en termes de voiture électrique. Enfin, ce qui doit consommer le moins, c'est la Citroën Ami, hein, et puis c'est tout. Donc c'est vraiment pas mal. 300 km, ça donne quoi réel et en hiver? Oui, bon voilà, ça s'adapte. Tu peux faire 500 km aussi, hein, si tu fais que des bouchons, comme tu peux en faire en effet peut-être 250 voire 230 en hiver. C'est ça le truc avec la voiture électrique. En fonction des conditions dans lesquelles tu roules, tu consommes plus ou moins d'électricité. C'est malheureusement le cas, mais voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Petit diagramme des consommations, ça je vous les ai mis, hein, le petit top consommation électrique des voitures, avec, il me semble, tout en haut, ouais, ici, la Fiat 500e, donc tu vois, le plus petit modèle à 23,8 kW, qui consomme 11,5 kWh au 100. La Tesla Model 3 Standard Plus 2022, incroyable, hein, niveau des consommations mixtes, hein. C'est le site Automobile Propre qui les teste dans les mêmes conditions, sur les mêmes routes à chaque fois, avec une voiture de référence. Ils font ça vachement bien. Le truc, c'est que c'est 53 000 euros. Et Quand même, hein. l'investissement, et c'est là où je rejoins du coup le chat, qui est méga rentable pour Incroyable, hein. 16 800 euros, la Dacia Spring 27,4 kilowatts, hein, qui est quand même donné à 230 km d'autonomie mixte, c'est-à-dire que tu fais tes 150 km easy peasy avec 11,5 kWh au 100. Franchement, Moins de 17 000 balles. ouais, C'est incroyable. voilà. Hein. On dit l'électrique c'est cher, mais alors oui, bon évidemment tu pars pas en vacances à la Baule avec ta Dacia Spring, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle est ouais. bien placée en termes de rapport qualité-prix. J'espère qu'elle sera fiable sur le temps, parce que c'est vraiment top. Et encore une fois, celle-ci, la Fiat 500, se taille vraiment la bourre. Sinon après, c'est la Model 3 à des prix abusés. Vient la Mini Cooper, et si tu scrolls un tout petit peu en bas, la Mini Cooper, on est déjà dans les bagnoles de plus de 35 000. La Volkswagen e-Up, qui est plus cher qu'une Dacia Spring, qui a autant d'autonomie qu'une Dacia Spring et qui consomme plus qu'une Dacia Spring. Globalement, elle commence à être un Volkswagen. peu... ouais, enfin, le châssis et l'architecture Volkswagen là, de DID, ça commence à être un peu éteint. Et magnifique, la Renault Mégane électrique, qui elle aussi, c'est assez incroyable, mais consomme très peu, et tous les tests le disent, elle consomme très peu, éligible au bonus écologique, et elle a une vraie autonomie. Tu vois, c'est une voiture qui fait 400 bornes avec, hein, donc c'est complètement ok. Vient ensuite aussi un petit chouchou, Kona électrique, je vous l'avais Kona, déjà toi, tu testé, l'aimes bien, ouais, je vous l'avais déjà testé, super en consommation caudale, Ouais, et la fameuse Ioniq électrique, qui est elle aussi à 35 200 euros. Voilà pour le top des consommations. Juste ici, après on repasse à plus de 13 kWh au 100. Pour moi, ça commence à faire des consommations un peu vénères. On arrive même à des absurdités vers la fin. Bon, bref, tous les SUV, hein, sont aux alentours de 14-15 kWh au 100. Imaginez, les bagnoles consomment 15 litres au 100. Flemme, quoi. Non, clairement. En tout cas, c'est vrai que la Dacia Spring, là, top 2, top 3. Ouais, du Dacia Spring, classement, on est bien. Hein. Moins de 17 000 euros. Ouais, elle est Franchement, à 20 000 sur le site sans les aides. Hein. Là, c'est les prix avec aide Ouais. de l'État. Ah ouais, c'est quand même. On peut voir la e-tron. La e-tron, à mon avis, elle est tout en bas du classement. C'est pas forcément la plus. Ouais, c'est recommandée, bizarre, quoi. mais que ce soit les Porsche, la Porsche, Taycan. les Porsche électriques, voilà, la Taycan ou la Macan. e-tron GT, qui sont les mêmes voitures. Le problème, c'est qu'elles embarquent des moteurs du futur extrêmement puissants. Et du coup, oui, c'est difficile d'avoir des consommations faibles avec des voitures comme ça. Tesla le fait très bien, mais sur des voitures qui sont très pensées sport comme celle-ci, malheureusement, oui, ça consomme bien. Clairement. Merci beaucoup Ken pour ce petit point. En tout cas, on a hâte de voir la Hyundai Ioniq 6 et de voir à quel point elle s'est inspirée de la prophétie ou pas. Est-ce que ce sera déceptif? Je ne sais pas, mais en tout cas, la Ioniq 5 est déjà une très bonne voiture, mais c'est vrai qu'elle n'est pas très belle. On attend beaucoup de la 6. Elle est pas très belle. Bon, la Dacia Spring est pas très belle non plus. Ouais. Pour moi, la plus belle, ça reste la Fiat 500. Mais croyez-moi, il y a moins de place que dans une. très Il y a belle. moins de place que dans une Dacia Spring derrière. Hein. Pas très belle, à moins de 17 000 euros avec les aides, rien à foutre. Ah, mais Dacia, il casse le game en ce moment. On le voit bien. C'est des Dacia les plus vendus en France. Les voitures les plus vendues en France en ce moment. Clairement. Merci beaucoup. On va passer à la chronique de Reza. Je sais qu'elle était prévue à 16h, mais on va passer directement sur toi pour ensuite pouvoir enchaîner sur Maître Nanix. Maître Nanix. D'accord, mon bon Reza. Ouais. Jungle. Jingle. J'ai besoin d'eau fraîche. Jingle. Cette salle me tue toujours.
parce que la lumière, Ouais, la me lumière, bousille les yeux, ouais, la lumière te bousille. Ouais. la chaleur me fatigue. C'est vrai. C'est une salle anti-résa, C'est une salle je te jure. anti-travail. Pilule bleue, hein, s'il te plaît. Pilule bleue. Cette salle ne veut pas que je bosse. Du coup, aujourd'hui, les gars, on va parler de Forza, ou Forza Motorsport, ou Forza la Remontada, appelez-le comme vous voulez. Est-ce qu'ici, vous avez tous déjà un peu joué à Oui. Motorsport? Oui. Oui. Je sais qu'Horizon, je ne pose pas la question. Non, mais oui, mais Le Motorsport vous avez aussi. déjà un peu joué? La révélation. Plus Horizon qu'à Motorsport, mais oui. Ok. Voilà. Moi, c'est Pas un de peu. Il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde est le bienvenu. Venez comme vous êtes. Donc voilà, on devait parler de la série sur le chat. Ça fait un moment qu'on devait en parler, donc on a décidé de le faire aujourd'hui. On va commencer donc avec le commencement. Le jeu est arrivé en 2005 et a donc été annoncé en 2004. C'est le premier opus qui était sorti à l'époque sur la première Xbox et qui avait été développé par le studio Turn 10 qui appartient donc à Microsoft Game. Il faut savoir que quand le jeu sort, on est à l'époque de la première Xbox qui est la première console de Microsoft. On a besoin déjà d'un jeu de... Je mets des grosses guillemets, hein. Je vois les frères arriver sur moi là. En grosses guillemets, un jeu de simu-console pour concurrencer Gran Turismo. Parce qu'à cette époque, le jeu de console de Vroom Vroom auquel il faut jouer, si tu parles pas des gros jeux arcade comme Burnout, Need for Speed et ce qui va avec, c'est Gran Turismo. Ouais. Gran Turismo 1 et 2 sur PlayStation 1 et Gran Turismo 3 et 4 sur PlayStation 2. J'ai joué aux 4. D'ailleurs, qui sont très bien. Le jeu contenait du coup pour ses débuts 231 véhicules, donc ça on est sur Forza Motorsport 1, le trailer que vous voyez à l'écran actuellement, contre eux 700 véhicules à la même époque pour Gran Turismo 4. Donc c'était un choix direct des développeurs qui préféraient focus sur les autos puissantes plutôt que les voitures de collection historique ou série. Et là, on est en quelle année, tu m'as dit? 2004, le trailer d'annonce celui-ci, et le jeu sort en 2005. Franchement, est-ce que les jeux de simulation, non mais vraie question, c'était pas les plus beaux à l'époque? Parce que à chaque fois qu'on monte des jeux de voitures, peu importe les années, je trouve que ça Je vieillit trouve bien. que c'est bien. Ouais, les plus beaux, je sais pas, mais après il y avait du taf. Il y avait du taf qui était fait. Franchement, on a vu au moins l'herbe, elle bouge, tu vois. Il y a du vent, elle bouge. Ouais. On a vu des Il y a du trucs là taf. dans le lunch play. La modélisation Cauchemar. des caisses, elle est rarement ratée, quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours. Ouais, ça va, fidèle, c'était cool. Tu reconnais les modèles, que tu la licence ou non. Les voitures étaient, pour l'époque, à chaque fois, claquaient, quoi. Donc, Il soit. n'y a pas besoin de visage, quoi. Exactement. Non, il ouais. n'y a pas besoin de visage. Il y avait des bonnes ouais. gestions aussi de la physique. La physique était assez cool pour un premier opus. Donc non, ils n'arrivaient pas vraiment, on va dire, je me permets la queue entre les jambes, mais ils arrivaient quand même avec de sérieuses choses à proposer, si ce n'est, on va dire, le parc de voitures qui était largement supérieur pour Gran Turismo 4 en face sur PlayStation 2. À côté, le jeu proposait donc deux modes généraux, hein. Tu passais directement soit en mode arcade, soit en mode carrière. Le mode arcade, du coup, contenait lui 12 séries de courses disponibles qui avaient des circuits qui allaient augmenter. En fait, la difficulté allait être sur les circuits. Par exemple, pour le premier, tu peux avoir un circuit assez facile avec genre ça peut être genre une boucle, ou ça peut être un circuit qui n'a que 2 virages, et à la fin, il sera sur des gros circuits et des gros tronçons et ce qui va avec. Donc, les séries comportent en moyenne 3 courses, mais certaines peuvent en contenir 2 ou 4. La dernière n'en comporte qu'une seule. À côté de ça, vous avez le mode carrière, qui est le mode classique où tu allais finir des courses pour pouvoir débloquer ensuite de l'argent que tu allais utiliser pour acheter des voitures, mais aussi pour configurer tes voitures, les modifier. Tu pouvais toucher au châssis, aux suspensions, C'est GT un peu. au moteur. Tu avais quand même un peu plus. Ok. Tu avais quand même un peu plus, et c'est ça qui était pas mal au niveau des configurations. Je pouvais changer les pièces, puis ensuite faire des configurations comme si tu étais en gros en garage, avec l'affichage du carrossage et tout ce qu'elle avait avec pour pouvoir bien évidemment custom ta voiture comme tu le voulais. On avait des classes de voitures dans le jeu qui allaient de D à S. Ensuite on avait R, GT, GTR et P. Donc là on était sur Forza Motorsport 1 qui est sorti en 2005. 2 ans plus tard, mesdames et messieurs, on a la sortie du grand, célèbre, magnifique Forza Motorsport 2. Pour moi, c'est là où ils deviennent vraiment incroyables. Le trailer, s'il vous plaît, en régie. Il y a 3 trailers, mais j'en ai mis qu'un pour le jeu. Vous pourrez mettre les 2 autres pendant que je parle si vous voulez. Ils sont sur YouTube. Donc là, on a la. Je te coupe. Dis-moi Ce que oui. disait Marie tout à l'heure, sur lequel je rebondissais. Exactement. Les caisses. T'as le droit de rebondir. Enfin, C'est fort là. En fait, tu vois toujours l'effet de lumière, ce qu'on appelle les effets Ouais. de flair, du coup, effet de flare. J'ai pas la prononciation exacte, mais j'en ai compris dans le reflet, quoi. C'est trop beau. Toujours beau. Ah, mais la musique complète, c'est dommage. Même le circuit, il est archi propre. Enfin, tu vois, C'est le Sebring, ouais. Le circuit, c'est le Sebring. J'avais connu le Sebring Incroyable. dans ce jeu d'ailleurs. Depuis, j'adore ce circuit. Donc là, on met en avant des voitures japonaises. Vous avez reconnu la Honda NSX et la Nissan Skyline GTR R34. Spoiler alert, t'étais pas ouf dans le jeu. Donc on est là sur le dernier virage. T'auras un peu le frottement au sol. T'auras les tout, poup, ça va lâcher. Et t'as le petit accident. Et finalement, c'est la 3e voiture qui va passer, la Fairlady Z de 2003, qui est encore aujourd'hui. Vous l'avez dû la voir quand j'avais présenté Forza Horizon 5 sur le Lunch Play. J'avais fait justement le fameux décalco de Forza Motorsport 2. Donc à chaque Forza qui sort, Day 1, Day -8, il y a toujours des mecs qui te font justement ce vinyle
Donc cet habillage pour cette voiture parce qu'on l'a pas oublié jusqu'aujourd'hui. Donc, pour revenir sur le jeu, on passe de 231 véhicules à 306 véhicules. Malheureusement, en termes de circuits, on est quand même assez pauvre encore pour l'époque. On n'a que 12 circuits dans le jeu. Ah, d'accord. Du coup, les 12 circuits vont être déclinés. Tu auras les 12 circuits classiques, tu auras les 12 circuits en sens inverse, et tous les gros circuits auront des versions petites. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Suzuka. Le Suzuka est Ouais. divisé en 3. Pas de version de nuit. Non, il n'y a pas de cycle jour-nuit. Ok. Le Suzuka est divisé en 3. Tu as le Suzuka classique, le Suzuka inversé. Après, tu as la première partie du Suzuka en normal et en inversé. Et tu as la deuxième partie du Suzuka en normal et en inversé. Par exemple, pour le Tsukuba, qui est super célèbre au Japon, où aussi ils font du drift là-bas énormément, tu as la version normale du circuit et en inversé. Et tu auras une version un peu plus petite. Donc ça va te permettre quand même de rajouter des circuits sur une base de 12 circuits. Donc ça, c'était quand même pas mal pour l'époque. Je rappelle qu'on est en 2007. On a le système d'enchères qui arrive pour échanger des créations, parce que dans le jeu, on va dire, tu as une sorte de système c'est un peu une sorte de Photoshop où tu pars d'un vinyle ou d'une forme et tu la déclines comme tu veux. Moi, je me rappelle à l'époque, on avait une team en ligne, on trouvait des modèles de voitures sur Google, on l'envoyait à Vince974, un Rayonnais d'ailleurs, et c'est lui qui nous faisait nos voitures et qui nous les envoyait pour tout ce qui était création. On a la possibilité aussi à cette époque de donner des voitures dans le jeu. Donc ça, c'est une grosse nouveauté qui arrive, parce qu'à l'époque, dans les autres jeux, tu pouvais pas spécialement faire ça. Amélioration de la gestion des dégâts. On peut jouer genre en dégâts simu, où du coup, tu auras l'usure des pneus, tu auras comment ça s'appelle, quand les voitures se cognent, les chocs, où vraiment la voiture va se foutre en paille à l'endroit où ça a tapé, et où sur le rail, ça va garder la couleur de la voiture qui aura frotté le rail, par exemple. On a le premier Forza aussi, c'est le premier Forza à proposer la Peugeot 908 HDI FAB. Je sais pas si vous vous en rappelez de ça, vous. Non. En 2007, à l'époque, quand on est revenu en forme pour les 24 heures du Mans, c'est une LMP. Donc la Peugeot 908, ça parlera aux gens dans le chat. Donc la 908 HDI FAB était arrivée dans le jeu. Et les voitures sont désormais séparées en classes différentes qui vont de D à U. Et après, on a R4, R3, R2, R1 pour un peu genre du GT4, du GT3, du GT2 en équivalent. Et R1 pour les LMP. Donc ça, sur Forza Motorsport 2, on était en 2007. Et tu avais Moi 10 ans. Non, moi je suis né en 92. Ah. Du coup, Comme moi. non, pas toi. Tu vas me croire. Pas toi, Attendez. pas toi, Arrête. Jean, 2007, quand j'ai le jeu, 2007, j'ai quel âge? J'ai 15 ans. J'ai 15 ans en 2007. C'est bon. Ouais, 15 ans, pareil. Et toi, Nanix, t'avais quel âge? T'avais 15 ans comme lui, j'étais en 92, Ouais. incroyable. Quel Quoi rigolo. Mais quel rigolo. Attendez, mais quoi? Hop, Parce là, que tellement de choses le jour de ma naissance. C'est passé tellement de choses. 92, quelle année incroyable. Les Jeux de Barcelone, tout ça, bref. Ah ouais. Non, on est escrocs, on a dit 19 ça. ans, 19 ans. 19 ans, allez, je continue. Ensuite, le 23 octobre 2009, donc 2 ans plus tard, il convient de savoir qu'à cette époque, les motorsports, ils sortent tous les 2 ans. Et le problème qu'on a vu un peu, parce que du coup, moi, je joue aussi à Gran Turismo, j'ai fait Gran Turismo 1, 2, 3, 4, mais c'est qu'entre Gran Turismo 4 et 5, il s'est passé trop d'années. C'est-à-dire Gran Turismo 5, on était censé l'avoir à la sortie de la Play 3, puis finalement, on avait juste eu une démo. Après, on avait eu Gran Turismo 5 Prologue. Après, on avait eu une autre version, puis on avait eu le jeu, je crois. Donc, je crois, le temps que Gran Turismo 5 arrive, il y a eu 3 Forza qui sont sortis, je crois. Ou 2,5, on va dire. Parce que je crois que c'est 2010, Gran Turismo 5 version complète, 9 ou 10. Donc après, du coup, c'était plus ce concurrent du 4 que du 3. Bref, c'était un peu compliqué. Anyway, on va revenir sur la sortie du 3 qui arrive avec 515 véhicules. On était à 306 sur le présent, si je dis pas de bêtises, avec des DLC en plus. On n'avait que 12 circuits, je vous le disais juste avant. Là, on arrive en pétard avec 24 circuits. Donc, il y a le trailer dans le runner, si je dis pas de bêtises, vous avez le droit de le mettre. Donc, on reprend les mêmes bases, on peut vendre des designs. Cette fois-ci, il y a la salle des ventes qui va te permettre d'acheter et vendre des véhicules. Donc, quand tu as des véhicules en double, Oh au là lieu de pas faire là. d'oseille dessus, tu peux les poser sur la salle des enchères en ligne et les vendre, pardon. Hop là. Mais là, le step-up, il est réel, quoi. Ouais, le step-up entre le 2 et le 3, il est énorme. À part les Ah, sensations- là, ça commence à être impressionnant. Ah, mais à part le débat sur les sensations de conduite et éventuellement la gestion des dégâts, mais les caisses sont trop belles à chaque fois. C'est incroyable. Ouais. À cette époque, en plus, c'est la Ah OGR 8 qui est grave mise en avant. Parce que je crois que c'est pas loin de son époque sortie. Et la OGR 8, c'est 2008, non, Ken? Quelque chose comme ça. Ouais, Si je me trompe vieux, pas. hein, c'est vieux. Le premier Ouais. modèle. Ou je crois que c'est Il 2008, en la avait dans OGR 8. Iron Man 2, il en faisait sa voiture. Il me semble que c'est 2008. 8 ou 9, mais je sais pas. En tout cas, elle était vraiment mise en avant pour le jeu. On a commencé à avoir des tracés dans les montagnes, des trucs comme ça. On avait le retour aussi du Fujimi Kaido qui était dans le 1, mais qui n'avait pas été mis dans le 2, qui est un peu notre mont Fuji de 16 km divisé en 4 tracés, 4 tronçons, pardon, plus 2, Oh. plus en sens inverse. Donc le jeu était vraiment extraordinaire, je trouve, pour son époque. Moi, c'était mon jeu de voiture préféré sur console de circuit. Ça envoyait De ouf, la hein. max Ouais. et on avait gagné pas mal Ça, d'awards. c'est hein. la 360. Hein. Xbox 360 2009, monsieur. Oh la Et caméra vache. de cockpit intégrée pour Oui, la oui, ça, première fois dans le Cockpit, on gameplay. l'avait déjà. Ah ouais avant. Oui, on l'avait déjà avant. Depuis Forza Motorsport 1, on a le cockpit. Ah d'accord. Ça, c'est pas mal du tout. Il me semblait que la caméra embarquée, c'était à partir du 3. Non, le cockpit, on l'avait déjà. Parce que moi, je joue en caméra interne sur En Forza 2009, Motorsport 2. quoi. 2009. Vache. Vous me corrigez dans le chat, je dis des bêtises, mais normalement, sur le 2 et tout, je jouais déjà avec ça.
Du coup, on a eu pas mal d'awards, je vais les noter rapidement. Donc, meilleur jeu de course, Spike Video Game Award 2009, meilleur jeu de course de l'année 2009, GameSpot, award du GameSpot 2009. GameSpot 2009 Editor, meilleur jeu de course de l'année 2009 IGN4, meilleur jeu de course de l'année 2009 G4 TV, CNN Tech Best Racing Game de l'année 2009, meilleur jeu de course de l'année 2009 Crystal Awards. Vraiment, c'était lourd de fou. Et comme tu le disais, il y avait vraiment un step-up. C'est-à-dire que Forza Motorsport 2 était déjà très très bien. Il faut savoir qu'entre FM 1, 2, 3, 4, 5, j'y ai tout joué pendant les 2 ans d'affilée, jusqu'au prochain qui sort, et je jouais au prochain à chaque fois. Et vraiment, quand le 3 est arrivé, t'as vraiment quand même une sorte de gap entre le 2 et le 3 qui s'est créé. Et enfin, je me disais, même moi à l'époque, je sais pas comment j'étais, ils vont faire la remontada, mais là, on a l'air d'être bien parti. Pour les circuits, rapidement, du coup, on a Amalfi en Italie, Rallye de Positano, on a Road America, on a les circuits fictifs, du coup, c'est Sedona Raceway, Benchmark High Speed Ring, on a le Twin Ring Motegi, le Tsukuba au Japon dont je vous parlais. En Espagne, on a 3 circuits fictifs, l'Adera Test Track, Iberian International Circuit, le Camino Fierro des Monstera. On a le circuit de Catalogne, le vrai. On a 24 heures du Mans pour la première fois dans Forza Motorsport. On a le circuit de Bugatti aussi pour la première fois de Forza Motorsport, puisqu'on n'était pas loin de la sortie de la Vérone. Hein. La Vérone, je crois, c'est vers 2006-7, non, un truc comme ça. Donc on est dans les mêmes époques à peu près. Circuit fictif de New York, le fameux circuit fictif de Maple Valley, qu'on a utilisé pour la présentation de Forza Motorsport Reboot sur Launchpad la dernière fois, Ken, dont je parlais. Ouais, tout C'était à le fait. circuit-là que tu avais vu, c'était le Maple Tout Valley. à fait. Laguna Seca qui est encore là, on a le Mugello, on a le Nürburgring, on a le Silverstone, Suzuka, on a le Fujimi Kaido en fictif, bref, on mange bien, il y a énormément de tracés, il y a énormément de voitures, la physique est bonne, tout est bon, et on enchaîne 2 ans plus tard sur ce qui est pour pas mal de joueurs de Forza Motorsport, le meilleur Forza Motorsport, qui était Forza Motorsport 4, sorti en 2011. Avec les voix de Top Gear. Exactement, il y avait eu pas mal de trucs qui avaient été faits, pas mal de publicités qui avaient été faites, des trucs avec des pilotes et tout. On parle à l'époque du jeu de voiture, entre guillemets, dit Simcad, le plus réaliste à la manette, en termes de sensations et autres. On reprend tout ce qu'on avait dans le 3 avec de l'amélioration. Est-ce Non, qu'on mais peut là, avoir, ce est-ce n'est qu'on peut que avoir du le Non, mais développement. là, est-ce qu'on peut avoir le son au plateau, s'il vous plaît, parce que la musique de ce trailer, elle est vraiment extraordinaire. Je sais pas si c'est possible. It Start Again. Voilà, donc pour les sons réalistes de pneus qu'ils ont emprunté une Tesla Roadster pour les diapositives Burnout. C'est le concurrent indirect à l'époque de Gran Turismo 5. Voilà, donc comme je le dis, Gran Turismo 5 est arrivé super tard entre le 4 et le 5. Forza Motorsport 4 utilise aussi un tout nouveau moteur graphique, le plus puissant dans la simulation automobile à l'époque, et ça utilise aussi la technologie Kinect. L'explication de l'absence Oui. du cycle jour-nuit ou encore de la pluie, d'ailleurs je l'ai appris là, parce que moi à l'époque je savais pas pourquoi on faisait pas de jour-nuit, Ouais. se trouve dans sa réponse dans un souci de fluidité. En effet, Forza Motorsport 4 est l'un des rares jeux de course sur console à tourner en 60 FPS, frames par seconde, sans jamais souffrir de ralentissement. Et c'est vrai que la Kinect, ça te permettait de tourner la caméra gauche-droite. Moi, je l'ai pas utilisé, mais ouais, t'avais des trucs comme Oh ça que tu pouvais faire avec la Kinect. Mais du coup, à l'époque, on se disait, putain, on a Forza Motorsport 4, c'est le meilleur jeu du monde, on a tout, sauf la nuit. Sauf que du coup, hier, en faisant la chronique, j'ai appris pourquoi on n'avait pas la nuit. Pourquoi? Parce que du coup, comme je viens de le dire, c'était un des rares jeux de cette époque qui tournait en full 60 FPS sans aucun ralentissement. Ouais. Et s'il faisait le cycle jour-nuit, apparemment, ça aurait pas été possible. On n'avait pas la pluie aussi, dans Forza Motorsport 4. Il nous manquait la pluie et la nuit. Donc là, voilà, on sort à peu près d'une remontada de fou. Le pari est réussi. Donc Xbox, Microsoft arrive à sortir un jeu de voiture qui est le concurrent du coup de Gran Turismo sur leur propre console. Le jeu fonctionne. Le jeu jusqu'aujourd'hui, Forza, ça reste une des licences les plus phares de Microsoft. Et ça a été garanti. Sauf qu'après ça, il va se passer quelque chose de différent. C'est-à-dire, on a fait des jeux, ça marche tellement que peut-être on a possibilité de faire autre chose. Et à ce moment-là, on va faire appel à Playground. Donc, connaissez-vous le studio Playground? Bien sûr. Ouais. Playground, voilà, c'est un studio de développement basé en Angleterre qui a été créé par des anciens employés de Codemaster et Bizarre Creation. On rappelle Bizarre Creation, Project Gotham Racing, mesdames et messieurs. Codemaster. Codemaster, on a Grid, Colin on McRae. a Colin McRae, Dirt, on a pas mal Ouais. de jeux. Donc voilà, vous les connaissez. C'est ça. Ils ont fait ce studio et en collaboration avec 4010 qui existait déjà, ils ont donc fait Forza Horizon. Donc Forza Horizon 1 à l'époque arrive assez timidement, le jeu se passe au Colorado et Forza, pour moi, Forza Horizon, comme j'ai toujours dit, pour moi c'est un peu le mix entre Forza Motorsport, Test Drive Unlimited et Need for Speed Pro Street. Pourquoi Need for Speed Pro Street? Parce que dans Need for Speed Pro Street, tu as le délire du festival. Donc tu es dans un festival dans le désert, tu dois remporter des courses et tout ça pour devenir un peu le boss du festival. TDU, pourquoi? Parce que TDU, c'est un peu le premier jeu à nous faire une île Hawaï à échelle 1-1, 1 sur 1, et nous permettre de nous balader comme on veut dedans. Et pourquoi Forza? Parce qu'on reste un peu sur la conduite de base de Forza et les options de Forza en rendant le tout quand même plus accessible. Donc c'est un peu plus gentil, tu peux tourner plus facilement, tu peux frotter plus facilement, mais dans la base, tu sens que tu joues un Forza. Je Pardon, lis Marie. quand même FM5, la déception. On va y arriver après, parce qu'il sort après FM5, il sort après Horizon 1. Là, les mots sont durs, quoi. Ouais, non, j'ai joué à SF5, à FM5, et il a pas tort, le frère, d'ailleurs, mais du coup, voilà, Horizon 1 se passe au Colorado, il faut savoir que chaque Horizon se passe dans un endroit différent sur Terre. Beaucoup de gens attendaient le Japon pour Forza Horizon 5. On a eu le Mexique, d'ailleurs, qui est très beau, la map est extraordinairement belle, donc il n'y a aucun problème.
peut-être que vous aurez le Japon pour FH6. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est jouer à Forza Horizon. Entre-temps, on continue donc la sortie des Forza Motorsport, parce qu'on n'arrête pas du tout. Et en 2013, on a quoi qui arrive, mesdames et messieurs, dans le monde du jeu vidéo? La Xbox One. Et oui. Et ouais. Et la Xbox One, du coup, moi, je l'ai acheté Day One, parce que dans les jeux de lancement, il y avait Forza Motorsport 5. Ah ouais, carrément. Exactement. Donc Forza Motorsport 5 arrive. Je crois que j'ai mis le trailer si je me suis pas trompé, mesdames et messieurs. Donc Forza Motorsport 5 arrive. C'est un peu compliqué parce que on sortait d'un 4 qui était resplendissant, qui apportait pas mal de nouveautés. Le 5 n'apporte quasiment pas de nouveautés. L'HUD est cool, le menu est cool, mais tu sens que tu es assez limité. C'est-à-dire en termes de contenu, tu sens pas la plus-value par rapport à Forza Horizon 4 et tu sens aussi que tu es sur un jeu de lancement. Par contre, c'était une très belle démo technique qui montrait quand même de graphismes pas mal. Mais dans l'ensemble, un peu mou. Je sais plus, j'avais tenu les 2 ans, j'avais peut-être joué un an et demi, mais c'était un peu compliqué. On était resté grave sur notre fin en termes de contenu, de ce que je me souviens dans mes souvenirs. Non, Et après, bon, c'est un jeu de lancement, du coup, on lui en veut moins, mais il avait rempli son rôle de test technique. Et si t'étais pas un gros doseur de Motorsport 4 et 3, en vrai, tu la sens pas la déception. mais c'est toujours chiant quand Tu vois, t'as un jeu de lancement, mais que t'as une licence déjà établie, de faire moins bien que les personnes avant, quoi. En termes de contenu. Ouais, mais tu vois, encore une fois, c'est moins bien pour le mec qui a déjà joué. Oui, bien sûr. Et la chance qu'on a, c'est que c'est pas tout le monde qui avait joué à ça. Donc voilà, que Enki soit déçu, ça c'est normal, je comprends. Mais c'était un peu compliqué pour ceux qui avaient vraiment dosé les anciens. Derrière, après, là je m'étale pas trop, mais on continue sur en chevauche. On a Forza Horizon 2 qui arrive en Côte d'Azur et en Italie. Magnifique décor, tout ce qui va avec. On a Forza Motorsport 6 qui arrive, pareil, un peu en demi-teinte. Donc c'est un peu, voilà, à partir de FM5, c'est un peu les Forza Motorsport où on sent de moins en moins l'évolution. C'est-à-dire entre le 1, 2, 3, 4. Bon, le Ça te 2 fait et une 3, barre de fou. c'était ouf, ouais. Ça te fait une barre de fou. Et entre le 5, 6, 7, bizarre l'ambiance. Matrix un peu, bizarre l'ambiance. Mais côté des Horizons, par contre, ça continue de monter. Ça continue de monter et surtout les Horizons commencent à avoir de plus en plus de joueurs, être de plus en plus populaires, jusqu'à arriver même à un moment, du coup, où Horizon devient plus populaire que Motorsport. Le mode de jeu Ce expérience. qui n'était pas le cas à l'époque. Donc voilà, comme on disait, à l'époque, ils ont réussi à attraper une branche de joueurs qui ne l'avaient pas. Et vu que les joueurs de Forza Motorsport se sentaient un peu délaissés par rapport à l'évolution de Forza Motorsport, t'as aussi eu beaucoup de joueurs de Motorsport qui sont passés à Horizon, dont moi par exemple, ou encore Enki, tu vois. Moi je suis arrivé assez tard sur Horizon, vraiment sur le 4. Le 3, j'avais pas trop dosé, j'avais joué après à la sortie du 4. Mais c'est vraiment le 4 qui m'a fait faire le virage, et le 5 aussi en a dosé. Donc pour donner rapidement des chiffres du 5, pour vous montrer à quel point la licence a quand même réussi son coup, dans tout ce qu'ils avaient à faire, on avait déjà 1 million de joueurs avant le lancement du jeu, enregistrés sur les leaderboards, c'est-à-dire il y avait déjà plus d'1 million de joueurs qui avaient déjà joué. Après 24 heures de la sortie du jeu, on avait 4,5 millions de joueurs qui étaient déjà installés. On a fait un pic à 70 000 joueurs simultanés sur Steam. De toute façon, Steam, c'est la version où il y a le moins de joueurs, puisque les gens jouent sur Xbox ou sur le Game Pass avec l'application Xbox. Et aujourd'hui, donc selon vous, le jeu compte combien d'utilisateurs à peu près? Wow. C'est un jeu de voiture, hein, tranquille. Hein. D'utilisateurs. C'est-à-dire de gens qui ont déjà joué au jeu. Donc on les voit dans le leaderboard, ils ont déjà joué au jeu, ils existent. Ouais, en vrai, 20 millions, parce que le jeu était sur le Game Pass, non? Ouais. Ouais, le jeu était sur le Game Pass, ouais. Le jeu est annoncé, annonceur, c'était pas vraiment Day One sur le Game Pass, si c'était Day One? Ouais, Day One Game Pass, ouais. Day One Game Pass, ouais. C'était en plus, même pour les gens qui sont pas habitués aux conférences de jeux vidéo, c'était l'un des 2-3 bangers de l'été de 3 l'année dernière. Hein, donc, on rappelle bien qu'on a fait l'E3, on était bien content de la conférence Xbox. Et on rappelle qu'avec Flight Sim, c'était le gros jeu AAA first party de chez Microsoft l'année dernière. Donc, voilà. Ça. Ouais, je sais pas. On est un peu plus de 20 millions, ouais. Ouais, un peu plus, genre 22, genre 22. Millions, ouais. 22. Non, on n'est pas encore à 22, on est à 20 millions plus, j'ai pas le chiffre exact. Ok. Bon, on est à 20 millions plus, je vois dans le chat, ça dit 10 millions. Non, pour te dire, Echo, les 10 millions, on les a fait en moins d'une semaine. Je me rappelle, je faisais la pub un peu sur le Launch Play. En à peu près 5 jours après la sortie, on avait déjà plus de 10 millions d'utilisateurs dans le leaderboard. Qu'aujourd'hui, voilà, Forza, c'est vraiment... La licence est devenue un phénomène et la licence a largement franchi la barrière du jeu de voiture. On n'est pas dans des stades de jeu de voiture. Le pari était très risqué à l'époque, le pari a été réussi. Aujourd'hui, Forza tout court, c'est un emblème de Microsoft, c'est un emblème de la Xbox. Gran Turismo continue d'exister, bien évidemment. Mais là, j'ai même peur pour Gran Turismo, parce que le dernier Gran Turismo ici, on l'a fait, Gran Turismo 7. Beaucoup étaient déçus, même les joueurs de Gran Turismo, même les non-joueurs de Gran Turismo. Et Forza qui a pris le pari d'attendre, parce que Forza Motorsport 7, c'était 2017. Le reboot, ça va être 2023. Ils ont tout détruit, ils ont reconstruit le jeu sur une base saine. Je pense que le jeu va exploser GT7 et on sera peut-être pour une fois dans une configuration où et Motorsport et Horizon se trouvent au-dessus de Gran Turismo, ce qui n'a quasiment jamais été le cas dans l'histoire des jeux de voiture console. Moi, j'ai pas pu jouer au 5 là. Parce que j'ai une Horizon PS5. 5, t'as un PC? J'ai un PC, Ouais, mais puis je voulais vraiment jouer en mode console manette, tu vois.
Et du coup, bah, il me reste que Gran Turismo. Et je suis un peu deck parce N'hésite que... pas à le prendre sur PC. Moi, je l'ai fait sur Ouais, PC à la manette d'Xbox. Parce qu'il faut savoir que Forza, généralement, il est codé à la manette, en fait. Donc, ouais. au volant, tu vas un peu moins vite. C'est-à-dire, si tu joues un peu compétitivement et tout, tu peux te faire un bon kiff au volant avec beaucoup de paramétrage. Mais à la base, le jeu n'est pas fait spécialement pour. C'est vrai. Mais c'est cool, tu peux y jouer sur PC, Game Pass, tu branches ta manette d'Xbox One je ou vais faire d'Xbox ça. Series X. Le jeu est accessible, tu as des niveaux, tu as pas mal d'aides que tu peux mettre donc pour que ce soit vraiment tranquille. Et le mode histoire vaut le coup. Ok. Tu vois. Ils mettent vraiment l'argent dessus, le festival Horizon, les cinématiques. T'as une petite dédicace à Fast and Furious au début, la première mission. Vous tombez, enfin, il te jette d'un avion. Ta voiture atterrit, tu fais le reste. T'as pas mal de courses où tu vas affronter du coup des avions de chasse, des trains à vapeur, des Ouais, c'est trucs à très la grand con. public comme jeu. C'est vraiment Ouais. grand public et Ouais. tout le monde y trouve son compte parce que les modifications, Mm. que ce soit sur les aides et tout, tu peux vraiment jouer de manière que ce soit très simple et de manière à ce que ce soit un peu plus dur, on va dire. Donc vraiment, il vaut le coup. Très bien. Et un mot peut-être sur le hors-série Forza Street 2019. Là, je suis en Non, train de- non. ça c'est un jeu mobile, je crois, qui Ouais. roule tout seul. Faut juste faire ça pour aller faire la direction, sinon il roule tout seul. Bref, c'est nul à chier. C'est vraiment à chier. On va pas C'est se nul à mentir. chier. Mais ouais, donc la série des Forza est toujours là. Horizon, toujours disponible sur le Game Pass si ça vous tente. Et pour ceux qui veulent plus du circuit, Forza Motorsport Reboot arrive l'année prochaine et je pense qu'il va être vraiment Et bien. ton préféré all time? Mon préféré all time, sûrement Forza Motorsport 4. Parce qu'ici, grand joueur de Touguet ici. Et dans Motorsport 4, on avait encore le Fujimi Kaido à l'époque, comme je le disais, qui était mon tracé préféré. J'ai passé 1 an sur le Fujimi Kaido. C'est-à-dire, j'ai joué 2 ans au jeu, j'ai joué 1 an à tout le jeu, en ligne, offline, et je faisais beaucoup aussi de contre-la-montre. Et j'ai fait 1 an sur le Fujimi Kaido à faire du contre-la-montre. J'avais quelques tracés, donc le B reverse, la descente en B, où j'étais top 100 sur 2-3 catégories en chrono. Donc généralement, c'était en B, A, C, B et A, où je conduisais tout ce qui allait être Trueno, RX-7 Savannah, FC3S, FD3S. Les voitures préférées de mon bon Ken Bogard. Ah, j'adore. Donc je pense que c'est Forza Motorsport 4 mon préféré. Après derrière ce serait Forza Horizon 4. Je sais pas pourquoi on reste dans le 4 et 4. Ouais. Parce que Forza Horizon 4 j'ai fait énormément de classés. J'ai fait énormément aussi de contre-la-montre. Et j'avais fait le grand jeu Xbox qui permettait de gagner des trucs pour Microsoft. Où j'avais fini en contre-la-montre 200e sur plus de 300 000 joueurs. Donc j'ai vraiment tryhard. Mais ouais, Forza Motorsport 4 et Forza Horizon 4, mes deux préférés. Très bien. Autour de la table, peut-être un préféré? En vrai, même si c'est vrai qu'ils rénovent pas beaucoup le concept, moi j'ai beaucoup aimé le dernier Forza Motorsport, le 7 du coup. Et pour ce qui est Forza Horizon, j'aime bien le 5 là, mais mon préféré reste le 4. En fait, j'adore les environnements qu'ils ont fait là sur la map en Angleterre. Enfin, Ouais, les le 4 en différents- Grande-Bretagne, ouais. le jeu sur les saisons. J'ai trouvé, C'était sorti oui. en quoi? 2018, C'est parce que- le 4? ouais. Il y a eu Horizon pas mal 4. de parties, Ouais. de partenariats. Il y avait eu Cyberpunk, il y avait eu, il y avait eu des trucs. Ah oui, quoi. on En a tout eu- cas, on a eu- sur, on a eu masse trucs, hein. Ouais. Forza- On a eu des DLC, on a eu une île, c'est l'Islande. T'arrives Aurore Boréale, Bah oui, c'est trop bien. l'automnaire, les Oh. machins et tout ça. T'as une autre île, c'est Lego, le deuxième DLC. T'as le truc Lego. T'as eu des partenariats, t'as eu la voiture de Cyberpunk du coup dans le jeu. Non, vraiment, c'est un bon hybride. Horizon 4, c'est un très bon hybride. Pour ça, là, je dis dans le chat, faut pas le comparer du coup à. Parce que souvent, l'erreur que les gens font, comme beaucoup de gens, on rejoint la scène Forza avec Horizon. Ils Ouais. comparent Horizon à Gran Turismo, mais non. Le concurrent de Gran Turismo, quand ça a été fait à la base, C'est c'était Forza Motorsport, le jeu de bien sûr. circuit. Forza Horizon, c'est plus le concurrent de The Crew. Bon, je dis concurrent, mais il lui met la max, malheureusement. Mais dans tous les cas, tu peux t'amuser, il y en a pour tout le monde sur les En deux. tout cas, ouais, pour Motorsport du coup 7, même s'il innove pas grand chose par rapport au 6, moi j'ai pas joué beaucoup au 6, du coup le 7, Il est beau, je me la rappelle quand claque, t'avais la joué. claque la claque graphique est incroyable et surtout les sensations à la manette avec les vibrations adaptatives de la manette de Xbox, là, la dernière. Tu sais quand tu dois accélérer, lâcher l'accélérateur, tu sais quand tu dois freiner, gérer ton freinage, tu le ressens vraiment. C'est un plaisir de jouer même à la manette à ce genre Ouais. de jeu de course. Il y a tellement de circuits variés, tellement de trucs. Juste, je regrettais un peu les temps de chargement méga longs qui jouaient sur One X, moi, à l'époque. Mhm. Mais là, depuis le portage Series, les temps de chargement sont devenus inexistants. Ouais. C'est trop cool. Ouais, les temps de chargement sont beaucoup mieux parce que je me rappelle moi Forza Horizon 4, j'ai joué sur PC avec mon SSD et j'ai mon pote Moukaz avec qui je jouais beaucoup qui jouait sur Xbox One première gen 2013 et eux ils foutaient en l'air les parties à cause du chargement. Parce que Horizon 4 comme il est sorti Trop lent. assez tard, il était assez puissant, il marchait bien sur One X et PC, mais sur One classique, il y avait de l'aliasing et tout, Ouais. c'était pas ouf. Mais le jeu était vraiment très bien.
Nanix, peut-être un préféré? Bah, j'ai pas assez joué à motorsport pour déclarer que j'en ai un que j'aime plus que l'autre, donc je pense que le 7 me fera énormément Enfin, le premier motorsport le fera énormément de bien. Par contre, alors, autant le 5, j'attendais comme un ouf après Motorsport le 3 et j'ai joué. C'est le 4, parce que le 4, en plus, j'ai découvert dans des conditions, on avait fait le fameux voyage de presse là-bas. Du coup, j'en ai de fou. On te fait monter dans une McLaren, dans la campagne anglaise. Tour de Montgolfière, le truc, on a maintenant des La caisses. McLaren, c'est celle du DLC d'ailleurs, c'est pas la voiture de couverture. Elle est dans le jeu direct. Elle est dans le jeu C'est la direct. première voiture que tu conduis dans l'intro. Ah, donc c'est la voiture de couverture. Et en fait, Ouais. ce qui est stylé, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à faire, tu sais, le fameux, une sorte de course, un circuit, où on avait du coup, le changement climatique qui était fait. Donc, le rappelait que dans le jeu, il y avait du coup les saisons qui apparaissaient. Ouais, t'as les 4 saisons dans le Du jeu. coup, c'était drôle parce que tu avais une machine qui t'envoyait des feuilles, de la neige. Alors, c'était drôle. Donc, ça m'avait marqué. Et en fait, même quand j'avais fait la session d'Endzone le jour même, j'avais dit franchement, le jeu était super cool. J'étais pas un grand fan de Forza. Et celui-là, j'avais bien pensé ensuite par la suite, quoi. Donc, comme quoi, un petit Le voyage. 4. Ça donne envie de grave foncer un jeu derrière, quoi. En tout cas, on Il y a attend le 8 depuis 2005, hein, reboot. qu'il a été ouais, En vrai, on annoncé. dit reboot parce Ouais, que il il n'y a s'appellera pas pas le écrit 8. 8, il s'appelle juste Juste Forza Motorsport. Ouais. Ouais, moi j'attends énormément. J'attends énormément Long le jeu. développement d'un Forza Motorsport. D'un Forza, ouais. Ouais. J'attends énormément de voir ce qu'ils peuvent proposer parce que là, ils vont possiblement devenir du coup une vraie simu. Quand j'entends vraie simu, je parle voilà tout ce qu'il y a, Assetto Corsa et compagnie, en termes de physique, en termes de gestion, en termes de pit stop et tout ce qui va avec. Ce sera sûrement le Forza Motorsport le plus complet et il sera sur console. Parce que nous, généralement, ACC, tout ça, et Racing et tout, on joue sur PC, pardon. Et j'attends de voir aussi justement ce qu'ils vont faire de la conduite volant. Est-ce que cette fois-ci, le jeu sera bien optimisé au volant? Parce qu'on rappelle que la Forza, c'était ça aussi. Le point, c'est qu'ils voulaient que tout le monde y joue et tout le monde n'ait pas le budget d'acheter un volant. Parce que je lis dans le chat, souvent il y en a qui sont un peu durs sur ça. Moi, quand je jouais à Forza Motorsport 2, les gars, j'avais 15 ans. Tu vois, j'avais pas d'argent pour acheter un volant, tu vois. Ouais. Mais je pouvais jouer à fond au jeu parce que le jeu permettait d'être joué à fond à la manette. Mais tout en gardant quand même des bonnes sensations. C'est-à-dire, tu tournes, les pneus commencent à décrocher, il y a du survirage, il y a du sous-virage, tu apprends quand même toutes les bonnes notions. C'était assez cool. Donc maintenant, je suis un adulte, je suis égoïste, j'ai de l'argent, j'ai un volant. Donc voilà, si Reboot il marche bien au volant, moi ça me ferait plaisir. J'ai mon P310 prêt à la maison. Donc, Et peut-être On un pourra retour vroom vroom avec. du Fushimi Kaido. Hein, ouais, ça c'est aussi une des. Ils savent qu'on attend de ça. bah, ils ça n'a le pas été savent, tu vois. officialisé, mais bon. Ça n'a pas été dit pour le moment, j'espérais mais s'il y a Fujimi Kaido, plus si le jeu marche bien au volant, je pense qu'on pourra druider vraiment tout le monde. Et oui. Et vu qu'Horizon Rio a de fait le reste Janeiro, du taf, Prague. ouais, on pourra attraper tout le monde, je pense. Très bien. Bon, ben merci en tout cas pour cette De rien. chronique extrêmement fournie. Comme d'habitude, ça régale. Et on voit que dans le chat, vous êtes beaucoup à aimer les jeux d'arcade et de simulation. Et même si vous n'y jouez plus, ça rappelle toujours un petit peu l'enfance, la nostalgie. Oui. C'est ça qui régale. On va passer à la chronique Opco de Nanix Jingle. Jungle. Nous allons découvrir du coup sans plus attendre la vidéo qu'a pu tourner notre ami Nanix et ensuite on débriefera Ouais. avec toi Allez. tout ce qu'on a pu voir et entendre. Petit lancement de vidéo dans 3, 2, 1, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je profite de ce cadre absolument superbe et forcément j'ai une petite pensée pour vous qui êtes en plateau. Dans cette vidéo, je vais partir à la rencontre d'un bateau, le Renoir, et surtout de deux de ses employés très importants pour le rouage de ce navire, à savoir Alexandre qui est matelot sur le Renoir et surtout Sébastien qui est le capitaine. Bah, vous savez quoi? Le Renoir, c'est parti. Hello, Nanix, enchanté. Bonjour Alexandre. Tu es matelot, j'aimerais que tu te présentes Alexandre et que tu nous rappelles déjà qui tu es et qu'est-ce que tu fais sur le Renoir. Je travaille en tant que matelot ici. Je dois m'occuper de tout ce qui est amarrage, entretien et sécurité à bord. Toi, tu as choisi Alexandre la filière fluviale, mais plus sur le côté hôtellerie, parce qu'on rappelle, on est sur un bateau de croisière, donc évidemment les gens mangent, dorment ici, donc c'est un hôtel sur l'eau littéralement. Combien d'années d'études pour être matelot? Officiellement, on n'a pas besoin d'années d'études, D'accord. mais j'en ai fait 3. J'ai fait 3 années d'études en transport fluvial. J'ai un CAP transport fluvial et un bac pro transport fluvial. L'évolution logique, c'est d'être capitaine, c'est quelque chose que tu vises, c'est une évolution qui t'intéresse? c'est clairement quelque chose que je vise depuis que je suis à l'école. D'accord. Mais là, ça fait 3 ans que je travaille ici. Mhm. Et je suis en train de passer mes permis. D'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cet univers et qui voudrait faire ton métier actuellement? Je pense juste qu'il faut
Être endurant, il faut avoir de la patience parce qu'on peut rester très longtemps à bord. On doit travailler quasiment tous les jours, sous la chaleur, sous le froid. On peut nous réveiller en pleine nuit pour faire un amarrage. Est-ce qu'il y a d'autres qualités qui sont nécessaires pour être un bon matelot? Actuellement, c'est aussi parler pas mal de langues. D'accord. Moi, personnellement, je parle l'anglais en plus du français. Et en fonction du fleuve sur lequel on se retrouve, ça change aussi. Par exemple, je pense au Rhin où il faut vraiment absolument parler allemand. D'accord. C'est quoi le point fort de ce métier pour toi? Ben, moi, j'aime pas trop être sur un endroit fixe. Je pourrais pas me dire de travailler dans un bureau, sur un ordinateur toute la journée, ce serait pas possible pour moi. Eh bien, merci pour cette interview, merci pour toutes tes réponses. J'espère que ça va le faire du coup pour l'évolution en tant que capitaine. Merci. Bonjour, enchanté, je m'appelle Anix. Sébastien, enchanté, bienvenue à bord. Sébastien, maintenant que tu te présentes, tu nous dis exactement ce que tu fais sur ce bateau et quelle est ta fonction. Commandant du bateau, donc D'accord. je gère toute la partie administration, navigation et entretien, ainsi que le relationnel avec les passagers. On est sur le Renoir. Tout à fait. Sébastien, c'est quoi le Renoir? Alors c'est un bateau à passagers Ok, qui fait des croisières sur la Seine entre Paris, Honfleur avec différentes escales. donc on est sur vraiment le principe de la croisière du séjour. Les gens viennent, dorment, mangent et s'amusent. S'amusent, etc. Capitaine, du coup, ancien matelot. J'ai commencé matelot étant jeune, j'ai passé des permis et certificats. En fonction de mes compétences, j'ai évolué assez vite. Tu me fais visiter? Bien sûr, on va visiter le poste de pilotage. Allez, je te suis. Ta journée type, du coup, comment ça se passe? Tu arrives ici, tu dispatches les différentes consignes aux différents matelots et ensuite, go à la cabine. Comment ça se passe pour toi? Alors, en fonction de la journée, si on a navigation, je viens prendre mon poste en général aux alentours de 2 heures. D'accord. De là, mon collègue va se reposer. Les matelots viennent un peu plus tard. On arrive en escale, donc on amarre le bateau, on le prépare. On fait débarquer les gens. Une fois que c'est débarqué, on s'occupe de l'entretien du bateau. Parce que le bateau reste propre. Ça se fait pas tout seul. On fait aussi de l'administration. Et ensuite, on prépare déjà pour la prochaine escale afin que tout se déroule bien. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a une filière type pour pouvoir être capitaine d'un bateau? Mais quelqu'un de courageux, il peut vite évoluer. On est 14 jours embarqués pour 14 jours de repos. Les 14 jours embarqués, on fait quand même des belles journées. Donc, quelqu'un qui n'aime pas son activité, en général, il ne reste pas. Est-ce que le secteur maritime, c'est un secteur qui recrute, et qui recrute beaucoup, en l'occurrence? Constamment. Constamment. Que ce soit au niveau de la nautique ou au niveau de la tellerie, on recrute constamment. D'accord. Il y a des perspectives d'alternance, par exemple, pour les jeunes qui s'intéresseraient à ce type de métier, à cet univers-là. Est-ce que, typiquement, ce secteur-là, on recrute en alternance? Alors, il y a plusieurs écoles qui existent, que ce soit en France ou en Europe, pour cette profession-là. Et arrivé à un certain nombre d'années, ils ont l'alternance entre l'école, donc la théorie, au sein de l'enseigne, et un côté pratique sur les bateaux. D'accord. Comme ça, ils peuvent pratiquer ce qu'on leur enseigne. D'accord. Donc là, ce qu'on voit sur les côtés, ce sont du coup, les cabines. Il faut savoir que Croisière a différents types de bateaux, tous de la même longueur. Ce bateau-ci est celui qui prend le moins de passagers. C'est-à-dire un bateau traditionnel, c'est à peu près 150 passagers. Celui-ci en prend que 105. La raison, c'est qu'on n'a fait que des cabines spacieuses pour les clients. D'accord. Donc moins de clients, mais plus de place pour eux. Tout à fait. Ok. Le restaurant. D'accord. Combien de... 105 passagers, donc 105 chaises, en théorie. Donc c'était un bateau qui a été refait entièrement il y a 5 ans. Donc ils ont voulu le mettre un peu au goût du jour et surtout pour attirer une clientèle un peu plus aisée, on va dire. On a parlé pas mal des différentes évolutions, mais il y en a quand même certaines qu'on n'a pas vues. Il y a quoi après capitaine? Amiral. D'accord. Donc il y a l'amiral de la Seine et après vous avez l'amiral des amirals, donc qui lui reste à Strasbourg et qui gère tous les bateaux de Croisière Europe, donc de mémoire 54 dans le monde entier. Donc celui-là qui commence matelot et qui veut évoluer, et naturellement qui a les compétences pour évoluer, il peut aller très loin. Être commandant, c'est connaître son bateau. Être amiral, c'est connaître tous les bateaux. Donc ça se fait pas aussi facilement. Donc, en général, quand on est sur un bateau, on est affecté sur un bateau et qu'on le connaît bien, si on veut évoluer, on va nous mettre sur un autre bateau pour qu'on apprenne à le connaître, les petits bobos qu'il a, et ainsi de suite. Et une fois qu'on connaît tous les bateaux de la Seine, là on peut prétendre éventuellement à passer amiral s'il y a une place disponible. Bien, merci Sébastien pour toutes ces réponses sur ton métier, le métier, je rappelle, de capitaine et sur ton secteur. Je te serre la main.
Je te remercie, c'était hyper enrichissant, super bateau, super métier. J'ai appris plein de choses. Bah, c'est moi qui te remercie. Et puis je te dis à bientôt. Avec plaisir. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je remercie évidemment tous les employés du Renoir pour leur gentillesse et leur temps. Surtout merci à Alexandre, merci à Sébastien. J'espère que cette vidéo vous ouvrira des horizons, permettra peut-être de penser à un avenir professionnel dans le monde du transport fluvial. En tout cas, c'est tout pour moi et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Oh là Quel là 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 flow, là. non, mais Ce flow de Nanix, incroyable. Incroyable, je rends trop bien l'image. Oh, voilà, j'allais dire, fallait-il faire le faux On modeste, sent pas que du tout. t'es plus à l'aise que tes, Ah, t'es à l'aise, hein. comment Je suis plus à l'aise que, dis-moi. tes interlocuteurs. Les intervenants, ouais. Pas forcément l'habitude de voir une caméra venir les voir à bord du bateau, mais ils sont prêtés au jeu aussi bien que ce soit aussi bien Sébastien que Alexandre, donc je les en remercie encore. Et découverte de deux métiers plutôt sympathiques, sympatoches, exigeants en soi. Le métier de matelot l'expliquait qu'il est un peu homme à tout faire sur le bateau notamment. Un bateau du coup qui est entré en service en 99, qui est classé 3 étoiles, Ouais. en jugé par l'allure des cabines, c'est quand même C'est pas mal. ouais, c'est un bateau Ça de va. croisière Oui, ça bien va. luxe quoi. C'est Marie, pour genre toi, c'est ok, ça va. hyper beau quoi. C'est vraiment je suis en train d'acheter. 78 cabines, 158 passagers. Voilà, un très très bel appareil qui se balade donc sur la Seine. C'est hyper cool d'avoir pu aller chercher justement ces différentes interviews. Qu'as-tu à nous dire justement de tout cela? Ça s'est fait main dans la main avec Opco. Ouais, on va parler un petit peu d'Opco Mobilité, donc opérateur de compétences surtout. C'est une entreprise qui agit dans le domaine de la formation professionnelle et qui va notamment s'intéresser aux entreprises liées à la mobilité. Let's Go Mobilité, évidemment, ça nous parle ici. On en a vu tout ce qui touche au transport fluvial. Ça peut être très bien concerner également d'autres branches de la mobilité. Il y a énormément d'entreprises et de métiers dans ce domaine. On a vu le métier de matelot, le métier de capitaine. On a vu aussi qu'il y avait une évolution. On peut passer matelot pendant des années, ensuite être capitaine, ensuite être amiral. Tout va être notamment concernant, comme l'expliquait Sébastien, sur la connaissance d'un bateau. Il faut avoir eu plusieurs bateaux, différents types de bateaux pour pouvoir prétendre ensuite à l'évolution de capitaine. Et pour finir avec Opco qui accompagne une entreprise et finance la formation des salariés et alternants. Les métiers que vous avez vus, notamment le métier de matelot, peut s'apprendre et se faire en alternance. Et c'est un secteur qui recrute, si vous aimez évidemment l'eau, parce qu'il faut avoir évidemment une grosse passion pour les bateaux. Vous avez le mal de mer, bon c'est compliqué. Exactement, comme Bibi. C'est vrai. N'est-ce pas? On le voit pas sur la vidéo, j'étais en mode ça tanguait. faut pas que le bateau bouge trop. Donc, Non. après, Ouais. c'est du fluvial, c'est pas du maritime. Donc Ouais. fluvial, ça reste relativement va, oui. calme. Donc Le après, mec est né sur une île, je le rappelle. Oui. Bon, c'est un peu chiant. T'es né sur une île quand même. ouais. Alors, pour ma défense, je suis né ici, mais pour l'histoire et la légende, on va dire que je suis né sur une île. Tu te fais pas des évidemment. petites croisières, Mais bien sûr que île si, quand je vais Grenadine et Mais si, compagnie? mais quand je vais en Guadeloupe, je vais à Marie-Galante, mais c'est une tanasse à chaque fois. T'es malade? Bah, bien sûr que c'est une tanasse. Je suis malade frame zéro, le bateau part, En première plus, vague. Marie-Galante, c'est d'accord. une île donc qui est au large de Grande-Terre et de Basse-Terre. C'est ça. Et tu y vas pour notamment te fournir en gâteau appelé tourment d'amour. Exactement. Des gâteaux que quand tu les manges, c'est comme la tarte aux myrtilles. Oh, Et puis, j'adore. ça et puis tourne pour les avec les plages. vagues. Ah en vrai, mon en gars, vrai, tu... Tu vas pour les plages, et puis Marie-Galante, en vrai, l'île, elle est super stylée. Ah mais Sauf tu que sais ce que quand- tu recraches. Sauf que Ah quand t'es ouais. malade, tu prends le bateau super tôt le matin, t'es malade en arrivant, tu te remets 2-3 heures et tu sais que le soir, tu vas reprendre la même sauce au retour. Ah, c'est Oh. Il y a bon, que ça. deux choses sur l'île, Au c'est secours. le rhum et le gâteau. Voilà, Donc, voilà. Et le du voyage coup, retour deux est choses dur. qui peuvent te faire passer le mal de mer, mais pas tout le temps. Donc, juste pour finir avec Opco, je disais, donc, qui accompagne l'entreprise, finance la formation des salariés et des alternants. Je vous disais, donc, on peut apprendre ce métier de matelot par le biais de l'alternance, du coup, et c'est un secteur qui recrute. Et j'ai déjà vu, pendant qu'on faisait l'émission, plusieurs personnes dans le chat qui avaient notamment la commande Opco, Ah, qui vous permet d'avoir plus de détails sur le site Opco Mobilité. Voilà. très bien. Eh bien, merci beaucoup encore une fois Opco qui sponsorise cette émission et qui nous avait permis déjà par le passé dans Let's Go d'avoir Ouais. plusieurs intervenants. Ouais. Adorables. Ouais. À chaque fois, nous ont super bien renseignés, nous ont donné plein d'intervenants qui nous parlaient de tout un tas de métiers différents liés à la mobilité. Là, on a Totalement. enfin les métiers sur la mer. C'est pas vrai. fini. Pas vu C'est encore. vrai. Et c'est pas Mais terminé, on donc n'avait c'est pas eu. très cool.
C'était super. Merci beaucoup, Nanix, en tout Ah, cas. merci en vrai aux Cops qui m'ont permis de vivre un tournage trop cool et que ça régale. Et peut-être que ça te donnera envie d'aller dans les croisières. Donc, J'avoue. on en reparlera, tu verras. J'ai bien Oui. envie d'une croisière, moi, juste tester. Mais bien sûr. Croisière en Asie, qui part d'Asie du Sud-Est et qui remonte Ah, donc un jusqu'à- gros périple, quoi. Ouais, je fais Toi, Asie t'as envie du d'être Sud-Est, coincé dans un Corée, typhon, tu quoi. vois. Sans moi, monsieur. Pourquoi tout de suite Oh, mais toi, t'as pas Tout le de suite, marin, non, mais toi, tout de avec... suite, les gars, Non, quoi. moi, j'ai pas le mal de mer, j'ai aucun problème. Franchement, Voilà. Mais sincèrement, quand je t'es... préfère être en avion au-dessus d'un océan Ah bah c'est sûr, parce que qu'être en l'avion... bateau sur l'océan. Vous l'avion, il y a- choisissez là, il y a un pro- demain. il y a un Ouais. problème moteur, l'avion, pas de souci quoi. On vous Enfin, dit qu'il non, y a ah. budget illimité, d'accord? illimité. Yes, C'est limité. la possibilité de choisir en Ok, partir donc dans l'espace. C'est de la mobilité. je vais me chier dessus. Ok. Dans l'espace, je pense que je vais me chier dessus. Par contre. Parce que, L'espace, je sais que c'est pas zéro, mais Voilà. c'est tellement unsafe que jamais. faire j'ai le peur. tour du monde en vélo, mais dans des conditions très luxe. Bon, ça c'est que Bon, pour c'est Ken, c'est mort, c'est que pour c'est-à-dire Ken, que t'as des ça. C'est caravanes, quoi le plaisir si tu fais tout dans les conditions luxe? Ah, bon. Alors le Ouais, plaisir, Ouais, il y a- tu mixes, en vrai, tu mixes Ouais, les tour du monde malade, à- toi, tour du t'es monde un à vélo, malade, tu me toi. parles tour du monde à vélo, c'est croisière. un rêve. une croisière, Une croisière, mais genre une croisière longue, un gros truc une quoi. belle croisière, une Genre très, 15, très genre belle. 15 jours de ouf quoi. Genre vraiment, ouais, une très belle croisière. Imagine, tu te avec fasses attaquer par des escaliers. pirates. Ça reste une possibilité. Tais-toi là. Ça reste une possibilité. Ou Je sais pas, j'ai peur. un tour de circuit en Formule 1. Un tour Bon, en de circuit en Formule Formule 1, ouais, Non, ça, y a non, pas, y a non, pas un non, gros non, budget non, la illimité, croisière ou ça. le La vélo. croisière directe. Prends soit le vélo autour du monde, soit la croisière en vrai. En vrai non, l'espace, mais je pense que Ouais, je sais pas, j'y vais pas. je Gros. pense Je que chie dessus. je pense que au décollage je meurs littéralement. C'est Je pas- On pense- va je vais dire, pas. celui qui te débloque à mon avis le plus de points platine, c'est l'espace, hein, quand même. L'espace. Dans ton, L'espace. Ah, gros, l'espace, Le les- plus de trophées. l'espace, Ding, C'est la fin du jeu, l'espace, l'espace. ça fait pas mal de trophées, hein, je pense. Hein. Mais ouais, non, en vrai, ça fait rêver. Mais je dis, j'ai trop peur. Je En te vrai, jure que j'ai le tour trop du peur. monde en vélo, ça peut être un truc de fou. Ouais, non, On mais aurait bien des sûr. paysages de fou furieux. Mais bien sûr. On prend un mec qui a photo, on prend un mec Ou qui en prend que moto, les en photos. moto. Comme ça avance Non, pas. mais même la à vélo, comme croisière. ça, en même temps, on fait du sport La croisière. et on fait les l'enfer. destinations. Mais non, mais Les la croisière. vacances ou pas? Mais non, mais la croisière. Le sport, les c'est gens- bien en vacances. Bien sûr, les Mais la croisières. croisière, parce que la croisière, qui dit croisière dit escale, directivité, Non, mais activité, ça, tu peux c'est faire vrai. des trucs de fou. Ouais. Vraiment une vraie Qui- croisière. Tu peux faire du vélo dans ta croisière à un On moment nous donné. dit si tu fais le tour l'escale du et monde tout. de Mais tous les oui. grands prix, Ouais. why not? Ouais. C'est pas mal. Parce que le circuit F1, c'est stylé de fou, mais c'est Oui. c'est quoi? C'est un tour de circuit? C'est un- Ah non. tu Ça fais commence à deux- 3 tours, Ah 4 non, tours, non, on va tu dire. fais les 2 heures de... Ouais, mais c'est 2 heures Nous, dans on va c'est pas 2 tenir, heures dans Marie, une déjà. vie. On va pas tenir 50 tours, Marie, on n'est pas entraîné Bah pour oui. ça, nous. Tu vas pas un T'es train malade avec ou quoi que tu prends dans la Genre un gueule. tour, Ça va les tomber dans les stands, pommes au volant. Salut, j'ai un petit problème de On ira, pneumatique. allez, ça 10 ciao. tours à tout casser, je pense. 10 Les 12 tours. pneumatiques, Ouais, ça patine un les peu. là. fameuses pneumatiques. C'est ça, excusez-moi. Eh bien, J'avoue. si vous me demandiez, sachez que moi, Et toi, je ouais. choisirais Je te une demande. croisière. Croisière. Non, non, croisière, ah tout de suite, là là là. Une Marie, elle veut que croisière, s'asseoir, Marie. Je ferais quoi, le croisière tour du, Disney. Elle veut le que tour du monde? s'asseoir, Ah ça ouais, la bouger. croisière Disney. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu, le bateau Disney. Mon rêve, le bateau Minnie et Mickey, là, putain. Ah ouais, non, mais mon rêve. Non, Incroyable. vraiment, hein, la croisière Disney, c'est un vrai truc. Puis tu Un regardes les petit- prix et t'as Ouais. envie de crever. C'est un petit Ouais. parc industrie sur le côté du bateau. Là, Oh, incroyable. Moi, le problème des croisières, c'est que Quoi c'est un peu, désolé, un truc de personnes âgées. Les Quoi croisières, c'est Ouais. vrai. Ah oui. C'est vrai. C'est mes parents Oui, qui font des c'est vrai. Il a croisières. raison. Un peu, c'est les retraités qui ont On le nous temps. a vendu la Axe croisière bot. Ouais. Je sais pas si vous vous en souvenez de Oui, ce oui, truc quand il y a des gens Ouais, des jeunes. tous 20 ans Des jeunes. avec Il y des en a axes, ils sont tous bons en bikini, faux. C'est comme le Fire Festival, ça n'existe pas, n'y allez pas. J'ai un peu peur d'être au milieu, tu vois, de beaucoup de personnes âgées au milieu d'une croisière. Alors bon, ça, Qui vont te regarder comme ça. ouais. Il fait Alors, quoi ici, ce jeune? Tour du Toi, monde, tu regardes la tour du manière, monde à c'est- vélo, oui, c'est croiser tellement de personnes différentes, tu vois, qui viennent de tous horizons, et ça dure longtemps aussi. Tour du monde à vélo. Donc, si Je t'as moyen illimité, tu sais que tu seras peinard longtemps avant de retourner Mais travailler. là, le meilleur plan, moi, je pense, c'est vélo. Ouais. Parce que ça nous fait faire un road trip Ouais. Non, On mais fait non, du sport. non, non, C'est des non, souvenirs non. à vie. et on voit que des endroits qu'on n'a jamais Mais vus. la croisière, Ouais. c'est des souvenirs à vie aussi. Ouais. Non, mais à vélo, c'est Mais mieux. tu vois ouais. des paysages que tu n'as jamais vus aussi. Mais à vélo, t'en vois plus que en bateau. Mais je sais pas, le Parce qu'en bateau, tu vas dans point Tu vois A, la en mer. point B, Non, mais le- arrête, tu descends, tu regardes et tu remontes. Mais le Alors que délire. là, on fait tout à vélo. Attendez, sur les 4 propositions de Marie, le tour de F1, c'est incroyable, mais tu morfles. Le vélo, c'est incroyable, mais tu morfles. La croisière, morfles c'est pas, le incroyable, vélo. mais tu morfles Le pas. vélo, tu morfles pas. Et On n'est pas en l'espace, compétition. Au décollage, On tu est vas pas en morfler, mais après, compétition, t'es tranquille. On a quoi. demandé au chat ou pas? On n'a pas demandé Oui, au le chat. chat, vous préférez quoi? Le chat. N'hésitez pas à nous dire, hein, Chat, moi... on vote. Borvo, vas-y, un coup. Hein. Entre espace, tour du monde à vélo, Ouais. croisière grand luxe et Ou, le circuit dernier F1. circuit F1. Voilà.
qu'est-ce que vous prenez? Pendant ce temps, pendant que les gens réfléchissent, on va rapidement revenir sur une voiture dont on n'avait pas pu voir le visuel. La 407. Alors, on avait montré la 408 avec l'espèce de revêtement dégueulasse là, mais c'était la MG aussi qui s'était pas dévoilée jusque-là, et ça y est, la future berline compacte électrique a montré un premier visuel. Normalement, tu les vois dans les news. Donc MG qui est une marque historique qui propose pour le moment une gamme de 5 modèles, en tout cas en Europe. Il y a 4 Et là, on est SUV. sur du vrai hatchback, Ouais. à l'ancienne. Hein. Ouais. On avait le Là, MG Marvel R 100% électrique, le MG EHS Quoi, Marvel à motorisation. Oui, Marvel, oui, non mais cette Pardon. matrixée, Nanix. Excusez-moi. Hybride rechargeable, le SUV urbain MG ZS EV 100% électrique qui avait été refait, restylisé l'an dernier. Et le MG ZS à moteur essence. Donc là, voilà, la prochaine berline compacte de la marque MG s'attaque aux concurrents de type IC4, Leaf, e-Tech du côté de Renault Mégane 5 ou encore l'ID3 de Volkswagen. Elle est non, arrête de regarder la Marvel. Non, je regarde le sondage. Et c'est le vélo qui gagne. C'est le vélo qui gagne. Ouais, c'est incroyable. Non, mais arrêtez. Donc MG maintenant appartient au groupe SAIC Motor, SAIC Motor, qui est la division, on va dire, anglaise d'un groupe chinois, SAIC. Voilà, donc aujourd'hui, ça appartient bien à une entreprise de voitures chinoise, MG. Très bien. C'est toujours tout de même basé en Angleterre. Est-ce que les prix seront indexés sur cet achat? Écoute, les Chinois, ils sont à fond dans la voiture électrique. Donc, Ils sont à fond. Je t'ai mis une photo de l'habitacle, en tout cas de ce à quoi ressemblera l'habitacle. Quelque chose d'assez sobre, assez neutre. Je ne sais pas ce que vous avez comme goût, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de clinquant du tout. La recharge de la voiture pourrait être portée de 400 à 800 volts dans les prochaines années. Donc ça encore, c'est quelque chose de relativement flou. Donc voilà, c'est une voiture qui apparemment a parcouru, là, de ce que je lis du test, 120 000 km sur le continent européen lors des derniers tests d'endurance. Donc j'ai assez hâte de voir parce qu'elle est quand même très très jolie. J'aime bien cette petite molette là de navigation. Ouais, je comprends pas ce qu'elle fout là, mais bon. Pour la navigation. Plutôt que de l'avoir derrière le volant. Why not? Ça prend une place folle pour rien. Et puis la navigation se fait de façon tactile de manière générale. Donc, Justement. Et quoi qu'il arrive, ouais. Pas vrai, la molette, c'est un truc. Je sais que pas mal de design reste, mais parce qu'il y a beaucoup de voitures qui ont gardé justement la console centrale là, parce que c'est souvent là où passe énormément l'arbre de transmission, etc. de beaucoup de voitures. Mais ouais, plus je roule dans des voitures où il n'y a pas tout ce merdier, plus j'apprécie. Ah, toi, tu trouves que déjà il y a trop de trucs parasites là? Bah, je trouve ça un peu ridicule, ouais. Cette molette là, franchement, c'est. La molette, team molette ou pas? En vrai, OSEF, c'est l'expérience. Il faut tester pour voir si vraiment je trouve ça cool ou pas. Elle fait quand un truc de montre qui a fait tic 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 comme un coffre-fort rempli de diamants. Putain, ça me plaît. Non mais le côté montre, t'as failli m'avoir, mais faut voir. À voir. Une autre enquête qui a été faite du côté de Caradisiac en partenariat avec TomTom, et ça, je pense que ça va intéresser Ken. Il a un véritable avis là-dessus. Sur les TomTom? Non, mais plutôt sur la vitesse, par exemple, sur l'autoroute. Ah oui. À quelle vitesse roulent vraiment les Français? Les Français. Moi, je pense en ville. Alors, non, sur autoroute. Il y a sur route et autoroute. Ok, Ouais. donc une grosse enquête qui a été faite. Donc malgré l'envolée du prix des carburants, le constat est que les vitesses n'ont pas baissé et elles ont même augmenté. Sérieux? Ouais. Ouais. C'est vraiment c'est terrible. Les gens sont peut-être plus énervés, donc ils roulent plus. Après, les voitures sont de plus en plus puissantes aussi. Ça incite à passer à rouler. Même si elles sont de plus en plus lourdes. Sur l'autoroute, les Français roulent à combien? Alors, on va essayer de deviner justement. Ouais, Alors, c'est des portions Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en dessous, moi, sur l'autoroute, d'autoroute. Hein. J'ai l'impression qu'ils baissent leur vitesse de plus en plus aussi. Ouais. Moi, sur l'autoroute, les gens, ils roulent pas. Ah ouais? Quand Ça dépend quel tronçon. La A1, là, pour aller vers Lille, Belgique, tout ça. Moi qui roule à 110, je double beaucoup de personnes. Tu vois, Exactement, tu vois.
Là, ils se sont penchés sur le cas de 3 villes en particulier, Grenoble, Lille et Nantes. Ok, donc les données sont issues de la vitesse Ok. moyenne observée sur l'ensemble du réseau en journée, donc du lundi au dimanche, et de 8h à 20h dans les 5 premiers mois de l'année. Du coup, de janvier à mai à Grenoble, sur 21 423 451 km parcourus, la vitesse moyenne est de combien selon vous sur les routes? Psych. Sur les routes pures, hein. Sur les routes à Grenoble. À routes à 50. Grenoble, à Grenoble, ils sont énervés. Et je dirais qu'ils roulent, 70, ils roulent, 80. ouais, 80, 80. Donc c'est des 90. zones à 30 Des zones à 30. ou 50. Alors, Ah oui, d'accord, non, ok. Alors, sur, Ah, les très zones bien. sur les zones à 30, c'est du En ville, 50. quoi. Sur les Aglo. zones à 30, c'est du 50 sûr. J'ai 40. pas besoin d'aller à Grenoble pour. Voilà. Après, sur les zones à 50, je dirais un gros 70. Je sais pas, il y a Ou tellement, voire 4 il y chauds, a hein. tellement Ah bah, de mec, dodanes, t'es il chaud, y a wesh. tellement Mais en fait, de ça dépend dodanes. de la configuration de la route. C'est dur, hein, de rouler dans les zones à 30 à 50, c'est dur. Tu te prends un dodane tout le temps. Ouais. Tu es tout le temps en train de Surtout, tu freiner. prends un enfant qui traverse, c'est fini, C'est frère. pas... Mais les zones à Non, 30, mais généralement, elles évidemment, sont outre oui, ça, mais ah bien oui. entendu, évidemment. Je sais pas, moi je pense que les zones à 30 sont à 35, quoi. Eh bien, écoute, elles sont à 29,2. Voilà, c'est ça, moins, tu vois. C'est ok. c'est dur, les zones à 30, c'est souvent gavé de dodane, c'est Ouais. dur de respecter, Dodane, stop, de dépasser. Mais ouais. Dodan, stop et l'autre, là. Et alors justement, Et c'est dès le ils ont constaté que la cohabitation avec les moyens de circulation plus doux, comme les vélos, les trottinettes, ont considérablement ralenti le trafic. Hmm. Et pas. J'en prends plus un attention, super par contre, le argumentaire. nombre de morts à vélo a augmenté cette année. Alors, la vitesse moyenne Ouais. sur route des Français en 2022, des Français donc, Ouais. elle est de 81,2 km/h. Ok, d'accord. En moyenne, Ça, c'est c'est pas. des chiffres. C'est Je ok. te dis. Ouais. Ouais. Des chiffres sur 22 tronçons de route. Ok. Ça va Donc, il y en a dans la Sarthe, l'Allier, la Creuse, l'Orne, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Côte d'Or et la Lozère. Ce sont des zones qui ont été touchées par la limitation à 80 km/h en 2019 et qui sont repassées à 90. Donc là, on est dans des moyennes qui respectent, quoi. Mhm. Moi, perso, je m'attendais à ce que ça explose. Non. Voilà, c'est une hausse quand même qui est vraiment minime par rapport à l'année d'avant, 79,2. Donc on est à une hausse de 2,6%. C'est pas déconnant non plus, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on était des... Mais il n'y a pas les Jobards. années précédentes. C'est quand qu'ils sont revenus en arrière des zones à 80, là, des routes limitées à 80? Bah alors j'ai 2019, 2021, 2022. Ok, d'accord. Ouais. Sur les autoroutes, ok? Ouais, sur les autoroutes. Alors, est-ce que si je vous dis par exemple la 85, ça vous parle comme autoroute À ou pas? 85, oui. 85. Moi, je connais la 86. Pareil, la 85, je la connais trop bien. La mais- Alors, la 14, 86, elle y est mais pas. pas ça, Là, on j'ai connaît A10, trop A11, A20, A4, A5, A6, A61, Voilà, sur les A63, grands axes, quoi. A6. A6, Ok, oui, allez, A6, je vous je donne une connais. petite A6. Ah, tu peux tout avoir, d'accord. En 2019, la vitesse était de 121,7. En 2021, elle est de 119,4. Et Ouais. en 2022, elle est de 119,6. Ça Ouais, a voilà, continué à c'est baisser. Ouais, sur des routes moins à de 130. 120, je t'avais dit, ça roule Ouais. moins vite. Oui, Ça c'est ça, roule je te dis, moins ouais. vite. Ça roule moins vite. Sur autoroute, t'es à 130, t'as l'impression d'être en excès de vitesse en France. Oui. Complètement. Parce que Ouais. tu doubles trop de gens. Bah, même comme disait Ken tout à l'heure, sur les voies à 110, des fois, en fait, tu roules, si tu fais pas gaffe aux indications de ton véhicule, tu vas rouler, tu vas derrière une voiture, puis genre 5 minutes, tu vois le panneau, tu te dis, mais en fait, je suis à 90, voire même 85, c'est 110 man. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, Bizarre. Complètement. Ouais, c'est vraiment ça. Donc 11 autoroutes qui ont été étudiées donc, pendant ces 5 premiers mois de l'année, 177 millions de kilomètres parcourus. Et donc les Français roulent à 120,9 km/h en moyenne. Ouais, c'est quand même pas 110, quoi, tu vois. Ouais, Ouais, c'est un peu. c'est pas 110, mais c'est quand même en légère baisse par rapport aux 12 mois de l'année 2019, avant le confinement du coup. Voilà. Bah écoute, on À quoi verra, nous on sert verra si ça évolue. ces études? Parce que moi je me dis, À quoi servent toutes ces études? Bah, forcément à quelque chose. bien sûr, ça met en corrélation évidemment les vitesses moyennes sur autoroute par rapport au nombre de morts et d'accidents. On essaye aussi, Habitude de consommation. on essaye Exactement. aussi de regarder un peu comment se comportent tout simplement les automobilistes ou même les personnes en mobilité. Impact, et ensuite on peut mettre ça en relation avec les conditions sociales dans lesquelles on vit, hein, tout simplement. Voilà, impact du prix de l'essence, impact de l'arrêt des déplacements, impact, je sais pas, de la peur peut-être, ou impact des campagnes aussi de prévention. Ça sert à mesurer tout ça. C'est important. Les chiffres, c'est très important. Et ce qui est Bien fait, important- des chiffres, on leur fait pas dire ce qu'on veut, hein. Les chiffres donnent la réponse C'est vrai. d'un problème donné.
Et on va continuer d'ailleurs sur les chiffres, puisque tu as une news qui Rapide. nous montre rapidement toujours plus de déplacements. 2 siècles de sur 2 déplacement, 2 siècles de déplacement en France. Le graphique, que constatons-nous sur 2 siècles de déplacement en France? Évidemment, en 1800, la marche à pied était utilisée en majorité. Donc, marche à pied, calèche, l'arrivée en 1840 du transport ferroviaire, l'arrivée en 1880, on va dire, du vélo de sa démocratisation, la voiture juste avant les années 1900, bus et cars, la motorisation de roues. Donc, chacun a une couleur. Ces graphiques représentent le nombre de kilomètres par jour et par personne qu'effectuent les Français entre 1800 et 2017, donc sur 2 siècles. Ce que l'on peut constater, c'est que malgré l'arrivée du transport ferroviaire, malgré l'arrivée du vélo, l'impact, on va dire, sur les déplacements à pied ont été vraiment minimes. Les Français continuaient de marcher environ 4 à 5 km par jour. Comment tu l'expliques? Parce Et par moyen. que La le voiture. réseau n'était pas aussi développé. Tu vois ce qui se passe ensuite. Après, dès qu'on arrive à des moyens de transport individuels motorisés, le 2 roues, la proportion de personnes qui marchent commence à diminuer. Et après la guerre, là où les gens ont commencé à avoir du pouvoir d'achat pour pouvoir L'industrialisation à fond, tout ça. exactement avoir une voiture, la proportion de marcheurs et de temps marché par jour a diminué drastiquement. Aujourd'hui, on est à 1 kilomètre de marche par personne et par jour, là où la voiture, vous le voyez en jaune, représente ni plus ni moins que la grande majorité des déplacements. Si tu peux zoomer sur le diagramme en bas, on peut constater que le point de flexion entre le temps passé à se déplacer en marchant et le temps passé en voiture s'est opéré en 1970. On voit qu'en 1970, si on me dégage ou qu'on me passe de l'autre côté, il y a à peu près autant de proportions jaunes que de proportions vertes. Aujourd'hui, le temps de déplacement est essentiellement un temps de déplacement en voiture. Il représente entre 30 et 90, c'est-à-dire vraiment 50 à 60% du temps de déplacement par jour des Français. Vous voyez que l'arrivée en vert du vélo n'a absolument rien changé là-dessus. Et bon, évidemment, la proportion du temps de déplacement en avion est assez grande parce que généralement, quand on prend l'avion, on fait des énormes distances, des longs trajets. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est très, très, très négligeable. Bref, on passe de plus en plus de temps et on fait de plus en plus de distances en voiture. Globalement, on estime même que les temps de déplacement ont été multipliés par 10 depuis l'arrivée de la voiture et la vitesse aussi de déplacement a été elle aussi multipliée par 10. La voiture qui ne baisse pas, en tout cas en 2017, intéressant de voir un peu les diagrammes à jour. Quoi qu'il arrive, l'arrivée de la voiture a dramatiquement fait réduire nos temps de trajet, nos distances parcourues à pied. Et bon, c'est pas quelque chose de cool. On a tout pensé pour la voiture et on le voit, on a tout pensé pour la voiture. Mais de là à faire en sorte que vraiment 80% de nos trajets quasiment sont des trajets en voiture, c'est vraiment assez ouf. Et ça a quand même baissé drastiquement nos temps de marche, nos distances de marche aussi. Ce qui, on va dire, n'est pas spécialement pour la santé, en tout cas, top. Mais on voit que les Français ont fait leur choix. Hein. La voiture, c'est le max. On peut constater qu'aujourd'hui, c'est entre 35 et 40 km par jour et par personne qui est pratiqué, ce qui correspond, oui, à peu près à l'année aux 12 000 km par voiture que tu peux faire en moyenne par an en France. Voilà, c'est une moyenne, hein, évidemment. Donc, diagramme intéressant. Voilà, par rapport à Quelqu'un qui nous dit dans le chat, j'ai 18 minutes de route en voiture de chez moi au boulot, je vais marcher maintenant. Surtout sur l'autoroute, c'est tranquille. 18 minutes d'autoroute, c'est pas 18 minutes en ville. Hein. Non, 18 minutes, c'est à 18 minutes en voiture. Très loin, 18 minutes en autoroute. Hein. Ouais, exactement. Complètement. Très loin. C'est vrai. Mais il y avait un vrai bail sur la calèche. Hein.
Il y avait un vrai bail sur la calèche. Il y a plus de calèches que de trains. Ouais, exactement. La calèche, malheureusement, qui a disparu un peu avec le temps. La calèche. Les bonnes choses se perdent. Finalement, il est l'heure de rendre l'antenne et de vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, toujours sur le stream évidemment. Restez bien sur la télé puisqu'il y a la team Allociné qui va vous régaler tout de suite des dernières actus ciné-séries. Et ensuite, ce sera le before du récap avec le récap et le retour de la team. Prenez soin de vous, on vous fait des gros bisous et à la semaine pro. Ah, pas moi qui présente d'ailleurs. Voilà, je suis en vacances. Ah, Ken. Tu présentes quoi?